c'est qu'à côté, on a des théories en parlant d'effets miroirs, de loi de l'attraction, d'enseignement, d'initiation spirituelle, de matière, d'incarnation. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on oublie nos guides ici. Et c'est là où on comprend le sens de la loi de l'attraction et des effets miroirs, et de ce que c'est qu'une guidance. Ça veut dire qu'en fait, l'exercice, c'est d'arriver à donner de la consistance, de l'interprétation et du sens à tout ce que l'on vit, toutes nos rencontres. Alors là, on parle bien des rencontres d'âme, je ne parle pas des situations, je parle des rencontres. Vous allez voir que les rencontres vont faire qu'on va rejouer des scénarios, et c'est ça qui va être intéressant aussi. Donc du coup, moi, ce que je voulais évoquer ce soir lors de cette conférence, c'est la notion de guidance, de guide, effectivement, qui se font à travers toutes nos rencontres d'âme, qui sont ici dans la matière. Nos guides, nous sommes des guides pour les autres, et tous les gens, toutes les personnes que nous rencontrons sont des guides pour nous. Quelle que soit la rencontre. Ça s'appelle aussi un effet miroir, qui est forcément sous la notion de loi de l'attraction, qui est aussi régie par le magnétisme. Parce qu'en fait, tout ça, ça va ensemble. C'est lié. Ah oui, on ne peut pas les dissocier. Sauf qu'on a tendance à oublier, quand on parle de guide, simplement à nos guides terrestres, à nous et aux autres, et aux gens qu'on croise, et tout ce que l'on vit dans notre présent, dans notre quotidien, dans la matière. Ce sont des guides. Alors, chaque rencontre d'âme, chaque lien d'âme va générer quelque chose, va nous mettre en lumière quelque chose, c'est une mise en lumière qui va nous guider, qui va nous dire quelque chose, nous parler. Pour moi, c'est la façon dont la vie communique avec nous. Oui. On essaie de communiquer avec elle vers l'invisible et elle se casse les cacahuètes à communiquer avec nous dans le visible. Bon, il faut se demander pourquoi elle veut tout rendre visible. À quoi servirait le visible? On parle beaucoup de l'invisible, mais on ne parle pas beaucoup du visible. Pourquoi? Pourquoi il y a du visible? Pourquoi? Parce que tout devient visible. Tout ce qui est dans l'invisible, ici, devient visible grâce à l'incarnation. Tout. La vie, la source. Les âmes, notre famille d'âmes, nos rencontres, tout, nos guides. Tout. Ça veut dire qu'en fait, c'est le but de l'incarnation, c'est le but de la matière. Tout devient matière. Tout devient visible. Donc, on peut souvent chercher à se connecter à l'invisible. Moi, je pense que la vie fait tout pour devenir visible et hyper accessible. Comment? Par nos rencontres d'âme. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément recevoir un texto, et alors c'est une façon de penser, parce qu'après on peut avoir de la vie qui va nous dire des choses. Elle va passer par ce qu'on appelle les effets miroirs. Donc des rencontres, des situations. Là, on parle que des rencontres. Il n'y a pas que des rencontres dans la vie. Il y a aussi des situations, des scénarios. Il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de rentrer en conscience. Les effets miroirs et la répétition. La répétition sert à prendre conscience, dans un premier temps, à voir ce que la vie veut nous dire. C'est-à-dire que quand on a un disque qui tourne, c'est qu'il faut écouter le disque. On n'a pas encore compris le message. Tant qu'il ne s'arrête pas, il continuera. C'est pas le mental. Hein. C'est nous qui essayons de comprendre quelque chose. Donc c'est des expériences qui vont se renouveler jusqu'à ce qu'il y ait, on comprenne. Qu'il y ait la conscience dessus. Qu'on ait compris la guidance. Qu'est-ce qu'on me montre? Qu'est-ce qu'on me dit? Et des fois, c'est pas facile à voir. C'est ça qui est dur, c'est de comprendre en fait. Et on va le comprendre, je vais vous expliquer comment. Voilà, donc du coup, je voulais commencer la conférence sur ce thème comme ça, parce que c'est important quand même de poser le décor, parce que moi je vais parler des guides dans la matière. Et je pense que la vie nous dit, arrête de chercher ailleurs, je suis là, tout le temps, à tes côtés, en permanence, je te montre quelque chose. Mais le truc, c'est que si on a une notion de la vie ou de l'amour qui est doux, gentil et qui est, on va dire, agréable et soft et cool, on va avoir un souci face à certaines rencontres. Parce que quand on va rencontrer, par exemple, quelqu'un de méchant ou un pervers ou quelqu'un qui va nous faire du mal, on ne va pas se dire, ça c'est la vie qui me l'envoie. Si. C'est nous. C'est la vie. C'est la vie. En tout cas, c'est la vie. Alors, attention à la loi de l'attraction. J'entends ce que vous dites. Il ne faut pas que ce soit culpabilisant. À partir du moment où on a une spiritualité culpabilisante, à mon avis, il faut se poser des questions. C'est pas le but.
C'est pas nous qui attirons tout. On attire ce qu'on doit attirer. Mais en fait, le but, c'est pas de se dire c'est parce que j'ai été comme ça que j'ai attiré ça. Ah là là, tu vois, ou alors qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, c'est le karma. C'est le karma. Si j'ai ça, c'est mon karma. C'est l'effet miroir, parce qu'on va rencontrer justement ce qu'on a à voir dans l'être. On le découvre en le vivant. D'accord. On le découvre en le vivant. Mais par l'effet miroir. Oui, par la rencontre. On ne peut pas le découvrir avant. D'accord? On ne peut pas. Ça veut dire que dans nos rencontres d'âme, il y a deux théories aussi, autant le dire maintenant. Il y a la théorie où l'âme choisit ce qu'on appelle ses contrats d'âme avant de s'incarner. Moi, je ne suis pas dans cette théorie-là, vous l'avez bien compris. Moi, je pense que l'âme ne choisit pas. Pas du tout. L'âme, elle arrive, elle découvre au fur et à mesure. Parce que moi, si je savais ce que j'allais vivre dans ma vie d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais choisi ça comme contrat d'âme. Je sais pas, posez-vous la question. C'est-à-dire qu'il y a des c'est un rapport. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de débat. Le but, c'est de poser la question. Ça veut dire qu'à partir du moment où on pense qu'on a déjà, avant de s'incarner, choisi ce qu'on allait déjà tout vivre, déjà c'est hyper contrôlant comme façon de faire. Moi, je trouve que c'est complètement l'opposé de la foi absolue. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas logique. Puisqu'on nous fait travailler la foi absolue. D'avoir confiance en la vie. Pourquoi faudrait que l'âme contrôle et s'agisse qu'elle va vivre? D'où ces rencontres d'âme. Pour évoluer. Je vous dis, c'est un débat. Donc elle sait déjà, donc en fait elle est déjà évoluée et elle descend pour évoluer. Je comprends pas. Non, elle, justement, c'est ascendant. Donc elle évolue. Non, si elle a choisi ses contrats d'âme, oui, avant, oui, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'elle a tout contrôlé. Celle qui fait son chemin de vie, celle qui décide ce qu'elle va vivre, celle qui décide qui c'est qu'elle va rencontrer, pourquoi elle va le rencontrer, etc. Elle sait tout déjà. Elle contrôle. Elle décide. Je dis juste ça, je sème la graine. Alors que moi, je pense qu'on apprend la foi absolue. Ça veut dire que quand elle s'incarne, l'âme, en fait, c'est une question de théorie sur l'âme. C'est-à-dire que soit l'âme sait déjà tout, soit elle ne sait pas. Et elle apprend au fur et à mesure, ce qui est pour moi une ascension. Qui c'est qui évolue? Selon vous? Je ne sais pas. Ça dépend de comment c'est passé. Il y en a plein qui... C'est une vraie question, hein. Les gens sont perdus avec ça. On parle de qui? De la personnalité, de l'âme, de l'esprit? On ne sait plus. Qui c'est qui est l'acteur principal? Qui c'est qui s'incarne? C'est une vraie question de base. Mais ça pose le socle pour la suite. Parce que ça en dit long. C'est une partie de l'esprit. D'un esprit, d'un tout. En fait, ce n'est pas le débat de ce soir. D'accord. Ce que je vous sais de vous dire, c'est vraiment de vous poser des questions. On part sur le... Parce que vous allez voir, ça va énormément conditionner tout le reste, en fait. Même dans nos rencontres d'âme. Quand on parle d'âme sœur, quand on parle d'âme karmique, quand on parle d'âme jumelle, quand on parle de pervers narcissique, quand on parle d'âmes qui vont venir nous blesser, il y en a plein d'âmes. D'ailleurs, on a tendance à les catégoriser. Il y a les gentils, les méchants, les âmes karmiques, par exemple. Oui, puis une appartenance. Oui. Donc les gens qui se veulent dans telle case, oui. Ils sont ancrés dans cette case, et ils n'en débordent pas beaucoup, souvent. Donc, on a besoin, souvent c'est rassurant. On a besoin de mettre les gens dans des cases, des rencontres dans des cases, c'est rassurant. On va souvent parler de processus. Donc du coup, moi je vais commencer par une base, c'est que pour moi on est tous âmes sœurs. Ça veut dire qu'on a tous le même père et la même mère, on est tous issus de la même source, ça veut dire qu'en gros, on est tous des frères et des sœurs entre nous. On peut avoir des affinités, pas d'affect, c'est ce que je veux dire, mais on est tous pour moi des âmes sœurs. Ça c'est ce que je crois. Maintenant, pour moi, à la base, on est tous là, on est venus s'incarner, on n'est pas le même programme, on n'est pas au même niveau d'apprentissage en fonction de là où on est dans notre processus d'évolution, d'ascension, mais en soi, nous sommes tous des âmes sœurs. Après, effectivement, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on va faire des rencontres. Alors après, est-ce que c'est l'âme qui programme sa rencontre ou pas? C'est un débat personnel. Moi, forcément, je ne crois pas que l'âme la programme, parce que, voilà, ça c'est mon avis. Elle découvre son chemin de vie en le vivant. Et pour moi, c'est la fameuse phrase « vis et tu sauras ». Et pour moi, c'est ça le dialogue avec la vie. C'est l'âme qui dialogue avec la vie, en fait. Voilà. Pour moi, c'est un rapport entre l'enfant et son parent. C'est un rapport vraiment de nous, de l'être avec la vie, en fait. Et d'ailleurs, quand on vient d'éveil spirituel, on est dans ce qu'on appelle un rapport à la vie. On se pose des questions existentielles. Et c'est souvent une grande discussion avec la vie qu'on a. On cherche des questions à nos réponses.
Et ça ne va être que ça. À partir du moment où le processus d'éveil commence, où on rentre en pleine conscience, c'est comme une discussion avec la vie. C'est comme si notre père et notre mère nous parlaient, nous expliquaient beaucoup de choses. Pour moi, c'est ça. Et ça va passer par aussi des rencontres. Et bon, forcément, dans ce moment-là, il n'y a pas de hasard dans nos rencontres. On doit les faire. Et on les fait, quelles qu'elles soient. Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres, même si dans le moment présent, quand on vit quelque chose de désagréable, on a le droit de dire que ce n'est pas une bonne rencontre. On ne va pas non plus rentrer dans du raisonnement spirituel, mais on s'empêche de penser comme ça quand on le vit, c'est normal d'avoir des ressentis sur l'instant. Par contre, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres. Il y a ce qu'on appelle la rencontre du moment. La rencontre du pas et du moment présent. Alors, je prends un exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce processus, j'en entends souvent parler, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour ça s'appelle le processus des âmes jumelles. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un processus. Oui, c'est le processus d'âme jumelle. Alors, moi, je ne vais pas dire que c'est un processus d'âme jumelle, je vais dire que c'est un processus d'éveil spirituel. C'est pas pareil. Ça change complètement la donne. Ça veut dire qu'on a tendance aujourd'hui à prendre une rencontre et en faire une finalité. Alors qu'en fait, on est sur un chemin. D'accord? On est sur un chemin et on ascensionne. Ça veut dire qu'on monte. D'accord? Et on va avoir, en fonction du pas du moment, en fonction de ce qu'on doit franchir, en fonction de ce qu'on doit faire comme pas, on va avoir des rencontres qui vont forcément être dans la voie de l'attraction, puisqu'elles vont être cohérentes. C'est ce que j'appelle être cohérent. Une rencontre, elle est cohérente, elle est juste. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Pas dans le sens où elle ne génère pas de l'injustice. Il ne faut pas tomber dans la confusion. Une rencontre peut et doit des fois générer de l'injustice. Elle doit des fois en générer, ou même en réveiller. Tout dépend, et ça on va en parler après, d'où le côté karmique et pas karmique. Ça dépend de ce qu'on doit travailler. C'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre qu'il faut se réapproprier son chemin individuel pour mieux comprendre ses rencontres. Et en fait, la loi de l'attraction, c'est ça. Le point de départ, c'est là où je suis moi. Mon point à moi, mon pas du moment. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que la vie me fait vivre? Et pour le vivre, la loi de l'attraction va agir et va faire que je vais faire des rencontres qui sont pile celles que je dois faire à ce moment-là par rapport à ce qu'on appelle le plan divin. Ça veut dire ce que je suis venue travailler dans cette vie-là ou vivre, ou réveiller, ou expérimenter, ou découvrir, ou guérir, ouvrir une blessure. Ça dépend de ce que je vis et ça, j'en sais rien moi. Moi, je le découvre quand j'accompagne les gens. Alors, en général, quand on vient de l'éveil spirituel, autant vous l'annoncer, on est quand même beaucoup sur du réveil. Hein? Je ne vais pas vous la raconter, beaucoup de réveil. On réveille beaucoup de choses. On est plutôt sur des zones de réveil, de blessures. Parce qu'en fait, on va réveiller les blessures liées à la place. La place dans ce monde, la place dans son couple, la place dans sa famille, la place en tant qu'enfant, la place dans ma mission de vie, toutes les places. Ma légitimité, mon besoin de reconnaissance, c'est la totale. En général, c'est toujours le même thème. C'est ça hein, qu'on va travailler. Voilà. Donc du coup, on a un plan. Ce plan, c'est je pars d'ici, c'est je schématise. Hein. Je pars de A, je vais à B, c'est mon plan. Et on n'a pas le même. C'est pour ça qu'on a tous un chemin unique et un plan unique. D'où le fait de ne jamais comparer. Même si c'est très tentant. Alors, on en reparlera tout à l'heure. La comparaison, non. Par contre, se servir des effets miroirs pour se situer soi, oui. Si la comparaison, si se servir des autres et regarder où ils en sont pas, c'est pour nous rabaisser, nous faire du mal et nous blesser, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est pour s'évaluer, pour comprendre qui on est, où on en est, et se situer, oui, ça sert à ça aussi un effet miroir. Donc, une rencontre se fait toujours au bon moment, avec, entre guillemets, la bonne personne. Même si, à ce moment-là, je dois réveiller la blessure de couple, forcément, je vais forcément vivre de l'amour. Parce qu'on ne peut réveiller la blessure de l'amour qu'en étant blessé. Non, amoureux. Et blessé après. Oui, mais on ne peut pas réveiller une blessure d'amour si on ne ressent pas d'amour. C'est illogique. Et du coup, on doit ressentir un amour véritable pour réveiller la blessure qui va avec l'amour véritable. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qui est compliqué. Il faut que tout soit vrai, il faut que tout soit naturel, il faut vraiment ressentir ça. C'est-à-dire que si on ne réveille pas la blessure de l'amour, si on ne ressent pas de l'évidence,
on va avoir la blessure derrière l'évidence. Mais en général, et ça, c'est le propre de la lutte humaine par exemple, c'est que souvent, nous, la personne qui vit ce phénomène ressent une évidence, mais l'autre non. C'est pas une évidence partagée. C'est la blessure. C'est le but. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut une évidence partagée. Donc ça réveille ma blessure, mais aussi ce que je veux. Ou ce que je veux aller. Ce que je veux pas, ce que je veux. Non, vous allez voir, c'est des rencontres, c'est d'une richesse, c'est une pépite. Hein. C'est juste, c'est comme vous savez quand on va dans une mine à charbon et qu'on cherche de l'or. Mais c'est pareil, le boulot c'est le même. C'est ce qu'on appelle être un alchimiste. C'est ce qu'on appelle être un chercheur d'or. C'est ce qu'on appelle aller chercher la lumière dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle aller chercher la guidance. Et qu'est-ce que la vie veut me montrer à travers cette rencontre, à travers cette situation? Qu'elle soit agréable, magnifique, désagréable et tout ce qu'on veut derrière. En général, il y a une double information. C'est ce que j'explique, c'est que plus il y a de l'affect, plus ça va réveiller des blessures profondes et douloureuses, parce qu'il y a l'affect. Sinon, ça n'a aucun sens. Quand il y a une rencontre d'amour, je vais mettre une autre couleur parce que ça ne marche pas très bien. Quand il y a une rencontre d'amour, ça réveille forcément, si c'est le but, hein, attention, de travailler la blessure, ça va réveiller la blessure et ça va réveiller le système de protection. Je ne me protège pas contre l'amour. Je me protège contre le risque de l'amour, sauf que je ne l'ai pas en conscience à ce moment-là. Donc souvent, ce qu'on ressent de l'autre, c'est ça. Mais peut-être que l'autre ne le voit pas, il ne le sait pas, il ne sait pas l'exprimer. D'accord? C'est pas forcément conscientisé, en fait. Donc en général, c'est pour vous montrer un exemple de rencontre, d'amour, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une question d'amour. Et souvent, c'est ce qu'on remet en question. Ah ben si il est comme ça ou elle est comme ça, il m'aime pas. Pas forcément, parce que sinon il n'y aurait pas eu cette réaction. Donc il y a forcément de l'amour. C'est indissociable. C'est indissociable en fait. Le but, c'est de comprendre qu'on a un système de défense qui est normal et légitime parce qu'il y a une blessure, qui a été réveillée parce qu'il y a de l'amour. Mais en général, ce qu'on ressent en premier, c'est l'amour. Et très vite, on peut ressentir ça chez nous, chez l'autre. Alors en général, on a plus tendance à regarder l'autre que nous. Dans une rencontre, c'est le réflexe. C'est le travail en conscience, c'est ça, c'est d'apprendre à arrêter de focaliser sur l'autre, de travailler sur soi. Je vais vous expliquer à quoi ça sert une rencontre aussi, ce qui est vraiment l'intérêt d'une guidance et à quoi sert une rencontre d'âme. Donc, si effectivement à ce moment-là, je dois travailler ma blessure de couple, tout dépend aussi de mon aspiration, de ce que je veux vivre. Si le but, ça dépend de vos aspirations. Est-ce que vous êtes au clair avec vos aspirations? Parce que vous allez voir qu'il y a de la cohérence entre ses aspirations, où est-ce qu'on a envie d'aller, ce qu'on a envie de vivre, est-ce que la vie met sur notre chemin. Il y a très peu de gens qui sont réconciliés avec leurs aspirations. Il y en a très peu qui assument leurs aspirations. Parce qu'ils veulent quelque part quelque chose d'assez élevé, mais ils ne veulent pas le chemin qui va avec. Ben oui. Si tu veux vivre telle ou telle chose, alors ce qui est énorme, c'est qu'on ne peut pas le deviner avant. On pense toujours qu'on arrive et ah ben non, j'ai encore un truc à travailler, ah ben non, j'ai encore un truc qui se passe. Alors, dans les rencontres, il y a plein de rencontres différentes qui vont nourrir des choses, des parts différentes de nous. Les effets miroirs, donc là je vous donne un exemple, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des gens qui vont nous faire beaucoup de mal, alors effectivement ça va être des gens qui vont beaucoup nous blesser. Je vous expliquerai pourquoi après. On va avoir des rencontres, et ces rencontres vont effectivement, vous voyez les effets miroirs souvent, alors si tu l'as découvert, ça c'est un effet miroir. C'est ce qui se ressemble. D'ailleurs c'est très basique, la vie comment elle fonctionne. Opposition. Ça me ressemble. Ça, c'est différent. Les effets miroirs, on ne sait pas les utiliser. On a tendance souvent à dire que c'est toujours pareil. L'effet miroir de base, quand on se regarde dans un miroir, c'est pile notre reflet. Pas forcément. C'est pas vrai. Un effet miroir, on est dans un monde qui est régi par quoi à la base? L'opposition. On est quand même dans un monde de dualité.
Et en fait, on ne sait pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent tendance à parler du même effet miroir, mais moi je trouve qu'il y a les effets miroirs de l'opposition. C'est-à-dire de la différence. C'est-à-dire qu'il y a ce qui nous ressemble, il y a ce qui nous différencie. Et comme on est unique et qu'on nous dit d'aller vers l'unicité, c'est quand même un peu logique d'être différent. Donc quand on va faire des rencontres, il y a des rencontres qui vont nous mettre face à ce qui nous ressemble. On se sent pareil, on se sent... Mais tu sais, comment vous nommeriez une rencontre d'âme avec quelqu'un à qui vous vous sentez vraiment... C'est mon ami, femme ou homme, tous les deux, on est... C'est mon double. Ouais. Ça peut être exprimé comment en général, comme type de rencontre? De la compréhension. Ouais. Et on appelle ça comment? On appelle ça des âmes sœurs, on peut appeler ça des âmes quoi? Jumelles, ça va vite se limiter. On va l'avoir au début, mais après, on va voir les différences. Parce que les effets, vous allez voir les effets. L'âme jumelle, je vais vous expliquer après les effets. Donc, on va avoir des rencontres qui vont, on va se sentir protégé, on va se sentir être un allié, on va sentir du soutien, on va sentir des âmes qui nous protègent. On se sent compris, on sent que l'autre... Protégé, des rocs sur qui on peut compter, où on sent aussi de l'amour inconditionnel. On va souvent des fois le retrouver dans des relations, alors pas forcément systématiquement, j'ai souvent entendu grand-père, grand-mère, c'est rigolo. Souvent il y a un membre de la famille ou une amie ou quelqu'un qui compte et qui représente quelqu'un, qui représente une âme particulière pour nous, protectrice, présente, amour inconditionnel. Donc, quels sont les types de rencontres qui vous intriguent le plus? Parce qu'il y en a plein. Il y a les âmes karmiques. Alors, les âmes karmiques. Il y en a plein qui disent ça, les âmes karmiques. Alors, les âmes karmiques, il y en a plein qui disent, par exemple, on se retrouve dans cette vie pour régler ça. C'est assez classique. C'est-à-dire que quand on vit un scénario, on dit voilà, de toute façon, j'ai quelque chose à régler avec cette personne, on avait quelque chose à faire dans une vie passée. Souvent, c'est ce qu'on dit, on avait quelque chose dans la vie passée, on s'est retrouvé ici pour le régler. Alors, pas forcément, c'est pas forcément la même. On l'a vécu avec. Pas forcément. C'est un scénario qui se répète. Pour finir quelque chose, on a commencé quelque chose et on vient de terminer. Pas forcément avec la même personne, pas forcément avec la même âme. C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qu'on croise, on se sent très intime avec eux. Des fois, il y a des gens qu'on croise même dans le métro, dans un bus, dans la rue. Dans 5 minutes, on va ressentir dans le regard, dans la profondeur du regard de l'échange, une intimité. Ça, c'est vrai. Quand on sent une intimité avec quelqu'un, c'est qu'il y a une intimité. On ne peut pas inventer une intimité. Mais c'est furtif. Des fois, on se croise, on le sent, on dit il n'y a rien et on va s'arrêter, chacun repart à sa vie, on va ressentir une intimité. Il y a des personnes, effectivement, pour qui on va avoir de l'affect. Les rôles qu'on a les uns pour les autres ne sont pas forcément les mêmes. Mais par contre, ce n'est pas parce que dans cette vie-là, on croise quelqu'un ou une amie, un ami, et vous dites oui, tu aurais quelque chose avec elle, vous avez déjà vécu ça dans le passé ensemble. Ce n'est pas forcément avec cette âme-là, pour moi, vous avez vécu ce sujet-là. Ce n'est pas forcément le même interlocuteur, ce n'est pas forcément la même âme. Pour moi. Ce n'est pas une règle pour moi. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ça. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de le travailler, de le régler. Donc la finalité, c'est de relire un scénario. Et quand je parle de produit, en fait, on produit de la matière, on produit du plomb, on réveille le plomb et on le transforme en or. Il y en a qui vont effectivement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on peut avoir tendance à croire que c'est la même âme qui produit le plomb, la même âme qui réveille le plomb, et la même âme avec qui on va travailler ce même plomb. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne crois pas que ce soit tout le temps la même âme. Ça, c'est mon avis. Pareil, c'est libre à chacun. Parce que moi, je pense qu'on évolue et que la loi de l'attraction, en tout cas, fonctionne très bien. Mais par contre, effectivement, il y a des âmes avec qui on a de l'affect. Pour qui on a de l'affect. Et celles-là, elles vont nous faire plus travailler que les autres. Ça, c'est vrai. Il y a des âmes qui vont nous mettre... Parce que c'est des âmes qu'on a déjà... il y a déjà du connu. Ah oui, il y a eu plein d'expériences, bien sûr. Mais on n'a pas forcément vécu à chaque fois le même scénario. Et c'est pour ça qu'il y a de l'affect, parce que ça a été vécu. Ah oui, on se connaît. Et puis après, l'affect. Ça explique l'affect. Hein? Oui, pas forcément. Après, l'affect ne s'explique pas. Pourquoi vous aimez quelqu'un? Il n'y a pas forcément... Pourquoi Il y a un ressenti quand même qui est là. Mais ce qui compte, c'est de l'aimer, d'être sincère. Après, pourquoi, comment, d'où ça vient? Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment important finalement?
Est-ce que ce qui est important, c'est d'être sincère dans ce qu'on vit et de vivre vraiment son instant présent pour délivrer à l'autre et recevoir de l'autre exactement ce qu'on doit recevoir et vivre? Oui, pour avancer, justement. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais l'exercice, est-ce qu'on a besoin de décortiquer, de tout maîtriser, de savoir d'où ça vient, alors que l'instant présent, c'est de vivre pleinement cet instant et d'être sincère dans ce qu'on vit? Oui, mais quand on est en conscience, justement, tous ces liens, on va les mettre en conscience. Oui, tous ces liens. sauf qu'à un moment donné, je suis d'accord avec vous, sauf qu'à un moment donné, oui, le but c'est de donner du sens, mais c'est pas de tomber pour moi dans le piège du raisonnement, du surraisonnement et de toujours tout expliquer. C'est pas raisonnement, c'est du sens. On aime. On aime. Et si on doit, et en général, oui, on se connaît, oui, on a du vécu, et oui, il y a des mémoires qui se réveillent dans tous les cas du passé, et c'est pas un hasard. Donc oui, il va y avoir des continuités d'histoire aussi, bien entendu. Ce que je vais expliquer, c'est que pour moi, c'est compliqué de mettre dans une case et d'être définitif sur des versions. Voilà. Mais bien sûr, il y a de l'affect. Il y a de l'histoire, il y a quelque chose. Et pareil, hein, quand quelqu'un vient sur notre chemin et que c'est un guide, on est aussi un guide pour lui ou pour elle. Systématiquement. Voilà, ça, mais la seule personne qui peut savoir en face qui le vit, c'est la personne qui le vit. Donc on ne peut pas savoir, des fois, on les guide. Mais c'est systématique. Hein. C'est pas que dans un sens, ça n'existe pas, ça. Hein, c'est toujours les deux. Même si on a l'impression des fois que non. Non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Que ce soit conscient ou inconscient, ça produit quelque chose et ça agit. Ok, donc dans les types de rencontres d'âme, qu'est-ce que c'est qui, puisqu'on n'est pas très nombreux, qu'est-ce que c'est qui vous intrigue le plus comme rencontre d'âme, comme lien d'âme? Donc, est-ce qu'il y a des thèmes qui vous touchent plus que d'autres? Allez-y, hein, ne pas vous... Et n'hésitez pas. Hein. Mais dans le conjoint. Ah, le couple. Le couple. Ok, ça c'est un gros sujet. Ça. C'est un sujet où on poste là. Le couple. Ok, après, est-ce qu'il y a d'autres rencontres d'âme qui vous... des choses qui vous ont touché, qui vous ont marqué et, Professionnel. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche des domaines. Alors ça, c'est chouette. Parce que du coup, on commence à comprendre que on est sur tel, c'est comme dans l'école, il y a le français, les maths, la géo, l'histoire. Donc déjà, on se dit, bon, ben là, ça touche mon couple et le pro. Moi, jamais le pro. Ah, moi, ça touche que mon couple. Ah, moi, alors, mes amis, alors là, moi, toute petite, les amis, j'ai que des problèmes. Et en fait, très vite, c'est très intéressant. C'est vrai, de se dire, mais en fait, et très vite, on voit la tendance. Il y en a, c'est vrai, hein, en couple, ok, ils bossent le couple, mais non, ils ne bossent pas plus le couple que ça. Hein. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre, mais on voit bien. Il y en a, c'est vraiment une histoire, c'est l'aventure, quoi. Voilà. Donc, du coup, très vite, on va pouvoir aussi voir dans quel domaine on va plus travailler des sujets que d'autres et que nos rencontres vont être vraiment nous faire bosser, quoi, nous faire poser des questions et essayer de comprendre. D'accord? Alors, les effets miroirs. Et nos rencontres, je refais ce petit schéma parce que c'est hyper important. J'insiste beaucoup sur le pas du moment, dans le domaine qui est concerné. Ça veut dire que si en ce moment vous travaillez le couple, c'est possible que dans 10 ans, vous puissiez travailler le travail. On n'en sait rien en fait. Ou les enfants, ou autre chose. On ne sait pas. Ça viendra à ce moment-là. Ça ne sert à rien de l'anticiper. Quand ça arrive, ça arrive. D'accord? Donc c'est de revenir à l'instant présent. Il y a des rencontres qui sont bousculantes. Oui, le couple c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'affect. On est dans la relation la plus intime. Donc forcément, on touche tous les plans. Et effectivement, c'est une relation qui est, en plus, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le fameux couple, vers quoi on aspire. Et c'est pas un sujet qui est simple, parce que ça demande, effectivement, dans toutes les relations, on est toujours deux. Hein. Donc ça dépend des enjeux et de ce qui se joue à ce moment-là. D'accord? C'est là où ça va se jouer. Pourquoi vous dites on est toujours deux? Mais dans la relation à l'autre, on est deux. Le pro, si c'est une collègue, c'est une autre personne. Le patron, c'est une autre personne. Le couple, c'est son partenaire. Ses enfants, c'est ses enfants. Et en fait, ça touche souvent les rencontres, touche l'effet miroir, le rapport à l'autre. Et son rapport à soi, mais son rapport à l'autre aussi. Qu'est-ce qu'il travaille? Et ça dépend de la finalité. Ça dépend de la finalité. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Et c'est un effet miroir sur soi, mais on travaille le rapport à l'autre. À soi et à l'autre.
Mais en couple, après l'idéal, le top du top, c'est d'être en couple avec soi-même. Hein. Il ne se passe pas grand-chose, c'est bien, d'être tranquille, c'est l'idéal. C'est le plus confortable. Hein. Parce que la personne avec qui on s'entend le mieux, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne ressemble qu'à nous-mêmes. À partir du moment où on est confronté à la différence des autres, c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'on peut être confronté à la ressemblance. Mais c'est la différence souvent qui va poser problème. C'est la différence. Donc c'est l'unicité de l'unicité. Et là, ça va commencer à devenir différent. Et c'est là où ça va être intéressant dans nos rencontres. Il y a des rencontres qui vont mettre en avant nos ressemblances. Et il y a des rencontres qui vont être plutôt confrontantes et nos différences. Si on prend par exemple une rencontre avec quelqu'un qui est pervers, ce qu'on appelle un pervers narcissique, par exemple, ou une pervers narcissique, d'accord? Ok. C'est une personne qui est souvent extrêmement blessée, qui est dans l'ultra-contrôle, parce que c'est comme ça qu'elle arrive à survivre, à se défendre dans ce monde. Je ne suis pas en train de les blâmer parce que c'est pas le but, parce qu'on doit le vivre aussi. Et ce sont des personnes souvent qui sont à l'opposé de ce que nous sommes. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes on leur renvoie ce qu'ils ne sont pas. Et en fait, on est opposés. Ça veut dire qu'on n'est que dans de la différence. On n'est que dans de la différence. Et c'est un guide aussi. En quoi il nous guide? Guéris tes blessures. Parce que quand tu ne guéris pas tes blessures, ça fait mal. Sois responsable. Parce que quand tu n'es pas responsable, ça fait mal. Donc c'est quelqu'un qui nous guide beaucoup. Énormément. C'est vraiment déjà, c'est des gens très intelligents comme nous, très sensibles, qui sont extrêmement blessés, sinon on ne les rencontrerait pas. Ce sont des gens très intelligents. Par contre, ils n'ont pas fait une part de travail. Et pour survivre, pour subsister dans ce monde, c'est leur façon de survivre. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. D'accord? Donc, en général, ce sont des personnes qui vont rencontrer. Alors, c'est très basique, vous allez voir. Ce sont des personnes qui se remettent pas en question. Et ils vont rencontrer des gens qui se remettent tout le temps en question. Ce sont des personnes qui ne sont pas responsables. Ils vont rencontrer des gens qui sont hyper responsables. Ce sont des gens qui manquent d'empathie. Normalement, ils sont centrés sur eux. C'est normal. On ne peut pas être narcissique et empathique, c'est pas possible de penser comme ça. C'est pas le but. Puisqu'on a besoin, ils ont besoin d'être rassurés, qu'on soit centré sur eux. Donc ils vont rencontrer des gens hyper empathiques. Donc en général, ce sont des personnes, des personnalités qui sont hyper opposées. Hyper opposées. Donc, ce sont des effets miroirs, ce sont des rencontres qui sont des guidances, pour nous montrer aussi qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, ou qui nous ne sommes plus. Sur quoi on a évolué, la différence. Il y a des rencontres qui sont violentes, qui sont terribles à vivre, mais qui sont hyper riches d'enseignements. Mais elles sont dures. Parce qu'au début, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi on s'en prend à nous, pourquoi on veut nous faire du mal, pourquoi on veut... voilà, après, ça peut aller plus loin que ça. Hein, parce qu'à partir du moment où la personne... pareil, ce sont des gens souvent qui sont prisonniers face à des gens qui sont libres. Et ça, souvent, les gens qui sont de ce côté ne le voient pas. Ils ont une liberté. D'ailleurs, un pervers, quand il perd le contrôle, qu'il n'arrive pas à avoir du contrôle, il va durcir. On va le voir dans des familles, par exemple, parce que quand on est en couple, c'est plus difficile. Mais quand on est un enfant, qu'on est dans une famille, il y a des enfants qui disent « Je ne comprends pas pourquoi moi, mon père, ma mère a été plus dur avec moi. Parce que tu étais incontrôlable, parce que c'était plus libre que les autres, tu te révoltais. » Ah bon? Bah oui, c'est pas vrai? Si. Donc, face à quelqu'un de contrôlant, moins on peut avoir d'emprise sur nous, plus effectivement la personne ne peut pas avoir de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour avoir du contrôle. Et qu'est-ce qu'elle peut faire souvent pour nous toucher le plus? C'est toucher notre intégrité. Nos valeurs. C'est un effet miroir qui est passionnant, mais qui est très dur à travailler, mais qui est passionnant. Il est très riche. Très, très riche. Et on le rencontre jamais par hasard. Ben non. C'est juste tout. On doit le rencontrer. Deuxièmement, pourquoi on le rencontre?
Parce que c'est aussi un danger qu'on doit travailler. Déjà, ça va réveiller des blessures, des scénarios. C'est un danger. C'est dangereux pour nous. D'accord? Donc, du coup, comme c'est un danger, la vie nous apprend à reconnaître les dangers. On ne peut pas reconnaître un danger qu'on n'a pas connu. Donc, du coup, la vie nous fait vivre des dangers. Je sais que c'est une théorie un peu particulière, mais elle nous fait vivre des dangers. Non pas pour les revivre avant de les revivre, pour les reconnaître et ne pas les revivre, les éviter. C'est la fameuse théorie du mur. Vous marchez avec votre ami à côté vous marchez à côté, vous voyez un mur. Vous voyez qu'il va se prendre le mur. Dans une rencontre, une situation d'ailleurs, parce que vous avez repéré le danger. Vous lui dites, mais non, n'y va pas, mais n'y va pas, tu vas te prendre le mur, tu vas te prendre le mur, tu vas te prendre le mur. Il vous écoute pas, bien entendu, il ne faut pas qu'il vous écoute. Pourquoi toi tu vois le mur, pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi? Parce que tu es déjà passé dans le mur. Ouais, tu as déjà pris le mur. On n'est pas plus intelligent que lui en fait. C'est que nous, on a juste un temps d'avance, une heure, oh, mais ça on l'a déjà vécu nous. Donc comme on l'a déjà vécu, on le reconnaît, on a averti les autres du danger. Sauf que, ok, tu l'as averti du danger. Ok, peut-être qu'il va l'éviter là. Mais après, s'il retrouve le même danger, il va se le comprendre parce qu'il va pas le reconnaître. Donc il va être obligé de vivre le danger pour l'expérimenter et le reconnaître. Donc dans nos rencontres aussi, ça s'y joue. Il y a des rencontres qu'on va éviter. Hein. Bah oui, il y a des rencontres que vous avez déjà fait, vous allez même vous me le dire, non moi c'est bon, ça c'est bon, j'ai compris, j'ai déjà vécu, je fais attention, je suis vigilante. Je reconnais maintenant, je le sens. C'est important. Ça sert pas à rien. Donc c'est de l'expérience. Donc des fois on va réveiller des rencontres. Donc c'est pour ça que c'est pas simple de comprendre une rencontre d'âme. Parce que qu'est-ce qu'elle va réveiller chez moi? Qu'est-ce qu'elle va nourrir chez moi? Du réconfort? Du soutien? Elle va réveiller une blessure? Je vais me sentir en sécurité? En insécurité? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous sentez en insécurité ou en sécurité avec des gens? Avec qui vous vous sentez en sécurité? Et avec qui vous vous sentez en insécurité? C'est comme les animaux dans la forêt, les petits animaux qui jouent. Vous savez, dans les Walt Disney, ils jouent, ils s'amusent, ils font un truc, puis d'un coup ils sentent le danger. Qu'est-ce qu'ils font? Puis, ils vont se cacher dans les terriers. Mais ils ont raison, hein. Le but, c'est pas de rester tout le temps dans son terrier, avoir peur tout le temps. Le but, c'est de sortir au bon moment et d'être vigilant et d'apprendre aussi à ressentir des dangers. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de blâmer ou d'accuser les autres d'être ce qu'ils ne sont pas. C'est juste qu'on va avoir après beaucoup d'instinct aussi par rapport à nos rencontres. Ok. Donc il y a des rencontres qui vont nous mettre face à des similarités, des ressemblances, et il y a des rencontres qui vont nous mettre aussi face à nos différences. Moi, je pense que toutes les rencontres vont forcément avoir un point de différence, puisque nous sommes tous uniques, dans tous les cas. Ces différences vont effectivement soit être dérangeantes, soit effectivement pour nous, pour l'autre, soit elles vont effectivement ne poser aucun problème et on va pouvoir effectivement arriver à cohabiter et à vivre ou à s'entendre, malgré les différences. Quand on parlait de couple tout à l'heure, on parlait des différences. Quand vous avez parlé de couple tout à l'heure, vous avez parlé de différences. Non, je voyais plutôt les mêmes choses. Des choses qui ont été expérimentées de part et d'autre, les mêmes choses. Donc des similitudes dans le chemin. Oui, bien sûr. Alors après, oui, on va retrouver des similarités au niveau du cheminement de l'âme, puisqu'effectivement, il y a une forme de maturité qu'on va aller chercher, et il y a une forme de reconnaissance aussi, ou de compréhension de ce qu'on vit les uns les autres, puisque ça s'appelle de l'empathie. Dans le couple, on en a besoin aussi. Ok, donc, il y a les effets miroirs opposés, similarités grossissants. Les âmes jumelles sont des âmes qui grossissent les traits. C'est pour ça qu'on appelle ça pour moi des jumelles. En gros, l'âme jumelle intervient au moment de l'éveil spirituel. C'est l'entrée en pleine conscience et va réveiller aussi ce qu'on appelle un peu les prémices de la blessure de l'évidence du couple. C'est surtout le rapport à l'amour. Pour moi, l'âme jumelle, c'est comme un baiser sur une des lèvres et c'est comme quand on dort, vous savez, la belle au bois dormant qui dort. Puis d'un coup, il y a son prince qui vient la réveiller d'un baiser d'amour sincère et elle se réveille. Pour moi, c'est un peu pareil. L'âme jumelle peut avoir ce rôle sur un chemin. Mais attention, tout le monde ne vit pas un phénomène d'âme jumelle pour un éveil spirituel. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu ça qu'on ne vit pas un éveil spirituel. D'accord? Parce qu'il y en a qui peuvent avoir tendance à s'approprier un peu ce phénomène pour l'éveil, etc. Ce qui, je trouve, un peu dommage. Parce que je trouve que ça stigmate et ça met un peu des gens de côté alors que c'est pas forcément vrai. Tout dépend de ce qu'on a mis travailler. En général, quand on a
jumelle, il y a derrière une guérison de couple à aller chercher. D'évidence, l'amour. Il y a vraiment une question, le thème de l'amour et du couple, qui bouscule beaucoup. L'amour véritable. Ça existe. Ça révèle quelque chose de très profond, et ça révèle quelque chose qu'on avait abandonné, auquel on ne croyait plus. Et c'est le but. C'est le but. C'est entrer en pleine conscience. C'est une entrée en pleine conscience qui est personnelle. Là, je vous rejoins, monsieur, ce que vous dites tout à l'heure, c'est très personnel, c'est toujours relié à soi. Et effectivement, c'est plein phare, pleine lumière sur moi. Et je vais avoir des effets miroirs et des rencontres qui vont m'aider à me regarder moi, en entier. Le processus d'âme jumelle fait que souvent, on se sent entier dans la présence de cette personne, au départ. Je me sens moi, je me sens entier, je me sens à ma place. Et dès que la personne n'est plus là, ou l'autre, on se sent plus, on se sent divisé en deux. Bon, bah alors vous connaissez, je vais encore faire un conte. Tiens, qui c'est qui se regarde dans le miroir? Blanche-Neige? C'est que les Disney. Mais oui, mais vous allez voir, c'est que ça. Hein. Et elle se regarde dans le miroir. Mais en fait, c'est un miroir. Elle a besoin de son miroir pour se sentir entière et belle. Ben, nous, on a besoin, quand on fait une rencontre d'un jumelle, on a l'impression qu'on a besoin, c'est une dépendance, à ce miroir, et c'est un miroir, pour se sentir un et à sa place. Bon, le problème, c'est que le miroir, on devient dépendant du miroir. Ça veut dire quand il n'y a plus le miroir, on doute. Ça crame. Ça veut dire qu'on a besoin de ça, on a besoin de ce partenaire, de cette personne, pour se sentir un. Ce qui pose un problème. L'exercice de le conscientiser. Et de comprendre que son chemin, c'est une prise de conscience. Hein. C'est que quand il y a l'autre, quand on est avec sa moitié, entre guillemets, ça nourrit la notion de moitié en plus. Alors moi, je ne vais pas passer, je ferai quelque chose sur les âmes jumelles spécifiquement, soit en conférence, soit en webinaire, en ligne. Mais ce que je vais expliquer, c'est que c'est vraiment une rencontre qui permet de se situer sur son chemin et de savoir exactement où on en est. Mais comme beaucoup de rencontres, en fait. C'est une rencontre parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'elle me montre à ce moment-là? En général, les rencontres nous permettent de voir où on en est exactement. Comme sur un plan d'une ville. C'est pour se situer. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis vraiment? C'est comme un état des lieux dans un instant présent. Et ça permet aussi d'annoncer le programme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, chercher pourquoi je vis ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que je dois en faire. Je vais vous amener un petit outil que j'utilise souvent. C'est un bol tibétain, vous reconnaissez, c'est en miniature, hein, mais le but c'est de vous expliquer à quoi ça sert. Alors, on est totalement dans les rencontres. Ça s'appelle l'effet miroir et la loi d'attraction. On est forcément le maillet pour les autres, et l'autre forcément sa caisse de résonance, et on est forcément la caisse de résonance, et tous les autres sont notre maillet. C'est ce qu'on appelle une rencontre d'âme, quelle qu'elle soit. Cette caisse de résonance, elle est ici en vous, dans votre poitrine. Tout ça. C'est du son. Ça veut dire que quand on va écouter du chamanisme, quand on va aller écouter des tambours, quand on va aller écouter de la musique, etc., ça résonne en nous, ça produit du son. Toutes les rencontres que l'on fait, quelles qu'elles soient, produisent du son. Oui, des notes. En nous. Ça veut dire que quand il va y avoir un contact, ça va créer un son. Ça, c'est un gentil son. Mais des fois, ça ne fait pas ça. Des fois, ça grince. Au début, c'est mignon, après, ça grince. Après, en fait, je ne raconte pas. Ça évolue, tout ça. C'est ça le but. Hein. Là, il y a de la matière. On a un vrai roman avec tout seul. On s'ennuie pas. Quand on commence à se lire soi-même, il y a de quoi faire. Puis, on va se rendre compte que dans la vie, il y a plein de choses. Quand on commence à être en pleine conscience, c'est impressionnant. Parce qu'on lit. On lit notre vie, on lit la vie, en fait. Du coup, ça, c'est l'effet miroir. Donc, l'effet maillet, c'est tous les autres, tous les gens qui sont extérieurs à moi. Ça veut dire que c'est toutes vos rencontres d'âme. Par exemple, quand on parle d'une rencontre d'un lien karmique, une âme karmique, c'est là où la rencontre qui va révéler une blessure du passé. Parce que le karma, c'est le passé à l'échelle de l'âme. Et le dharma, c'est le présent. Ni plus ni moins.
Alors le but, c'est pas de dire oui, qu'est-ce qu'on a, c'est de comprendre ce qui s'est passé le passé, parce qu'on a besoin du passé pour semer le présent et le futur. Ça s'appelle de la chimie. On a besoin de comprendre le passé, on ne se débarrasse pas du passé. Quand on parle de libération émotionnelle du passé, ben moi je pense que la vie nous dit non mais attends, ça sert à rien de faire un nettoyage, t'as pas compris à quoi ça servait en fait. On va pas se débarrasser de tout nos paquets, de toute notre mémoire et de tout notre embarqué pour rien en faire. On doit s'en souvenir. On doit se rappeler. Sinon ça sert à rien. Comprendre les résonances. Par contre, Comprendre les résonances. Oui, mais ça va réveiller. Oui, mais ça va réveiller des choses, des mémoires. Ah, mais oui. Donc une mémoire, donc une âme karmique, c'est une âme qui vient réveiller, c'est du réveil. C'est quelque chose qui a été produit dans le passé, de cette vie ou des vies passées. Le but, c'est que si c'est réveillé dans le présent, c'est que ça doit être travaillé dans le présent. On ne réveille pas un plan ou une mémoire juste pour la réveiller. On a autre chose à faire. Si la vie décide de le réveiller, c'est que c'est partie du plan divin. Allez, ta vie plomb, tu ne l'as pas encore transformé en or, travaille-le. Donc, tant qu'on n'a pas transformé notre matière, ou ce qu'on appelle notre karma, ou ce qu'on appelle notre passé, notre plomb, ce qui n'a pas encore été transformé et compris, puisqu'il y a des blessures qui sont très très longues à travailler, c'est normal, il faut du temps. Parce qu'il faut être prêt tellement c'est douloureux. Donc ça se fait toujours au bon moment, c'est la vie qui décide quand on est prêt. Non, c'est pas nous. Hein. Moi, j'y crois pas à ça. C'est pas nous. Du coup, quand on va être prêt, ça va réveiller. Et il y a des rencontres qui vont réveiller des choses très douloureuses. Du coup, il faut être prêt. C'est ce qu'on appelle les rencontres des âmes karmiques. Elles sont là pour réveiller le passé. Pour le travail dans le présent. Ça a toujours ce sens-là. C'est aucun intérêt de réveiller des mémoires passées dans le présent naturellement, sans le provoquer. C'est pas un jeu. Si c'est pas, ça fait pas partie du programme. C'est pour aller plus loin dans la mémoire qui n'a pas été finalisée en fait. Non, c'est pour la réveiller, pour la travailler. Oui, mais par rapport à... Oui, parce que si elle est réveillée et travaillée, c'est qu'elle n'a pas été travaillée. D'accord. Si elle est réveillée, dans tous les cas, c'est qu'elle n'a pas été travaillée encore. Ou c'est pas fini. Oui. Voilà, il faut continuer, c'est pas encore... En fait, ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est que, en fait, j'entends ce que vous dites, c'est juste qu'il faut se rapprocher son chemin individuel. Donc tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Ça demande de prendre chaque personne et de vraiment passer du temps avec chacun, de dire voilà, c'est quoi ton histoire, qu'est-ce que ça a réveillé. Tout est possible. Mais effectivement, je parle juste d'une mémoire passée, ou quelque chose qui a été produit dans le passé, mais qui n'est pas soit du tout travaillé, parce que c'est trop douloureux, soit qui, effectivement, vous l'avez dit, qui n'est pas terminé. Mais dans tous les cas, si c'est réveillé, c'est que ça doit être travaillé. Et ça passe par des rencontres aussi. Ça passe par des rencontres par rapport à des domaines. Et c'est là qu'on va aller personnaliser son chemin, ses histoires et ses blessures et qu'est-ce qu'on est venu travailler. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu intime, que ce soit dans le milieu familial. Il y en a, leur épreuve de vie, c'est tout le temps la famille. Il y en a, c'est le couple. Il y en a, c'est tout. Alors, il y en a, il y a tout qui passe. Tout. Ok, c'est cool. Ok, c'est bon, tout y passe. Du coup, ça dépend, effectivement, qu'est-ce que ça va toucher comme type de blessure. Et du coup, on va essayer de s'en servir comme une mine d'or. Ça s'apprend. C'est une mine. Mais c'est pas agréable, forcément. Ça veut pas dire que c'est agréable. Ça veut dire que c'est ouais, c'est fun, super. Non, pas forcément. Non, quand on est sur des blessures, surtout liées à la place, c'est souvent extrêmement douloureux. Donc c'est pas marrant, en fait. Voilà. Ok. Par contre, si on ne comprend pas à quoi ça nous sert, qu'est-ce que je dois faire avec, qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce que ça me fait, on peut le subir et on peut effectivement mal le vivre. Et c'est ça, le but, c'est vraiment de savoir utiliser nos effets de miroir. Donc, ici, tout ce qui est extérieur à nous va entrer en contact avec nous. Cette résonance, le son que ça va produire, il n'y a que vous qui le ressentez. Il n'y a que vous. Ça peut être tout. Des sensations différentes. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a certaines rencontres qui vont déclencher des sons aussi bien agréables que désagréables, ce qui peut nous perdre. Parce qu'est-ce qu'on fait en général quand il y a du agréable ou du désagréable? On a du mal à les faire cohabiter. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Attends, je me suis trompée, j'ai vécu ça, j'ai dû l'inventer parce que je vis ça. Non, tu peux vivre les deux.
Une même personne, une même rencontre peut provoquer des sons différents qui peuvent même nous perdre. Ça se travaille aussi. Ah oui, c'est pas évident. Donc, vice-versa, vous êtes toujours le maillet pour les autres aussi. C'est ce qu'on appelle la notion de maître d'élève. Donc vous aussi, quand vous êtes en contact avec eux, vous faites des sons chez eux. C'est pour ça qu'ils ont des réactions, des fois aussi avec vous, qui peuvent nous échapper, mais il va y avoir, c'est toujours dans le dialogue vibratoire, il est dans les deux sens. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand on est dans un lien d'âme, une rencontre d'âme, on va regarder le maillet. Franchement, c'est normal, hein, c'est un réflexe. Hein. On va commencer à analyser l'autre. T'as vu ce qu'il fait, t'as vu ce qu'il fait, nanana. Alors, un effet miroir, une rencontre d'âme, comment ça se travaille? On regarde ce que ça génère en nous. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Pas que les mots, les mouvements, les non-mouvements, les silences, tout ce que ça génère en nous. Tout. C'est ça qu'il faut travailler. Là, il y a la guidance. Parfois, demander à quelqu'un de nous expliquer quelque chose alors qu'on ne comprend pas, même la personne en elle-même, elle ne le sait pas. Ça arrive. Par contre, qu'est-ce que ça te dit? Quelqu'un, par exemple, qui va rester dans le silence, qui va pas te donner de réponse, c'est une réponse. Ah oui, c'est une réponse. Il y en a plein de réponses. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est une réponse. On a nous, des fois, on ne sait pas. Tout est une réponse, en fait. Tout est guidance, tout a du contenu, tout a de la valeur, tout a un dialogue, tout a une vibration, tout parle. Ce qui est très dur dans les rencontres, c'est les interprétations qu'on en a. Entre les ressentis et les interprétations, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que souvent on peut s'égarer à interpréter ce que fait l'autre, ce qu'il peut penser. Oui, mais tu penses que s'il pense ça. Non, là vous vous égarez. C'est qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vis ça. Là, c'est la guidance. Et là, il y a de l'interprétation parce que c'est la vôtre. Et comme c'est lié qu'à votre ressenti, on est dans de la vraie guidance. Savoir ce que pense l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il fonctionne, c'est pas ça qu'il faut arriver à travailler. C'est surtout votre ressenti. Et vous avez les informations qui sont là. On peut prendre un exemple, par exemple professionnel, sur une relation collègue, patron. Mon patron. Oui, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une résonance particulière. Lui, il a aussi un problème de place. Oui, mais là on est dans son ouais. Et moi j'ai un problème aussi de place. Ok. Est-ce que tu peux donner, si tu veux bien, un exemple d'une situation, d'un mot, d'une phrase qui peut avoir ou un comportement vis-à-vis de toi qui crée quelque chose en toi? Ce qui m'exaspère, par exemple, c'est qu'on commence à travailler, il me dit c'est important, on est dedans. Il suffit qu'il y ait un autre collègue qui arrive pour qu'il me plante et qu'il aille et qu'il fasse des trucs. Puis ok, hop, stop. Ok, là on a le mouvement. Maintenant, là on a le mouvement. Stop. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens précisément à ce moment-là? Tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu ressens? Avec tes mots. Je dis, se fout de ma gueule, j'ai de la colère. J'ai une colère. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je lui dis, attendez, je suis là. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as l'impression de quoi à ce moment-là? Il y a une certaine frustration. Tu as l'impression de quoi? Parce qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas équité. Donc la légitimité. Ça va plus loin que ça. Tu vas voir, je vais te dire ce que c'est. Tu te sens pas respecté. Au moment où, regarde, il est sur toi, il te donne de l'importance. À quelqu'un d'autre arrive, il change complètement. À ce moment-là, il te plante total. Tu as l'impression d'être qui, d'être quoi, de représenter quoi à ce moment-là, d'être quoi? Rien, stop, tu l'as. Voilà, t'as compris. Ça te blesse. Et c'est normal. Qui c'est qui n'est pas blessé quand on a l'impression qu'on n'est rien? Tout le monde. Tu as trouvé ce qui devient insupportable, c'est que tu as l'impression des fois d'être rien. Être rien pour quelqu'un. Voilà. Et là, on a touché ta blessure. Donc, du coup, là, on peut commencer à travailler sur ton histoire. On a un début, je ne dis pas maintenant, on a un début de scénario. Rien. J'ai l'impression d'être rien. Et quand on n'est rien, maintenant, c'est à toi de travailler. Qu'est-ce que c'est quand quelqu'un te renvoie que tu n'es rien? C'est quoi être rien? C'est la non-existence. À la rigueur, c'est que l'autre n'est pas désiré, n'est pas aimé, n'existe pas. Oui, c'est ça. Elle n'est pas. Elle n'a pas de valeur. Rien, voilà. Qui serait la place, c'est pareil.
Voilà. Et encore rien, peut-être c'est une valeur zéro et encore moins négative, encore plus. Vous voyez, Merci d'avoir joué le jeu, parce que c'était hyper intéressant de faire le petit exercice ensemble pour expliquer un petit peu T'as vu, je t'ai coupé exprès, parce que c'était intéressant de voir l'élan qu'on a naturel. Vous avez vu l'élan naturel? Normal, ça sert à ça. Non, mais c'est ça une rencontre. Il fait ça, puis il s'en fout. Mais c'est génial, parce que du coup, on l'a vu. Et c'est normal, moi je ferais pareil que toi. Et hop, d'un coup, stop. Qu'est-ce que tu ressens là quand il te fait ce mouvement? C'est d'arriver à associer les deux. Ça, c'est de la pleine conscience, et ça, c'est ce qu'on appelle de la méditation. En pleine conscience. Ça veut dire que je prends le temps d'aller chercher ce que ça me dit. Je suis confrontée à mes rencontres. Je suis en contact avec toi, je suis en contact avec toi, je suis en contact avec toi, toi. Il se passe des choses, ça crée de la matière, ça crée de la résonance, des sons, des vibrations, de l'injustice, de la colère, de l'amour, du réconfort. Parce qu'attention, il n'y a pas que des trucs galères, quand même, des trucs super. On rigole, etc., ça fait du bien. Donc on vit plein de rencontres différentes, qui nourrissent des choses différentes, des parts différentes en nous. Alors en général, quand on passe un bon moment avec quelqu'un, est-ce que vous posez 3000 questions? Il y en a? Si. Il y en a, c'est trop bien. Ça cache quelque chose. Il y en a, oui. Ah oui, quand il y a quelque chose de trop bien, ils sont pas bien. Oui, ça dépend de l'histoire. Ils sont méfiants, ça dépend de l'histoire, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. Ah oui, mais vous savez, les rencontres, c'est trop personnel. Parce que chacun a son histoire. Et ouais, c'est très intime finalement. Mais par contre, du coup, c'est vrai que quand ça déclenche des choses agréables, on se pose moins de questions. Par contre, dès que ça commence à être désagréable, là, on commence à tourner autour du maillet. Et on focus dessus. On focus souvent dessus. Parce qu'on essaie de quoi en faire en premier? De comprendre. Et pourquoi il fait comme ça? Et pourquoi il est comme ci? Et pourquoi il agit? Vous allez voir comment on fait en général? On bloque sur ça. Ce qui est normal. On cherche à comprendre. Alors en général, qu'est-ce que c'est qui est intéressant? Ça nous fait face à quoi aussi? La différence. Mais oui. On ne comprend pas. Parce que nous, on ne ferait jamais ça. D'accord? Tu ferais comment, toi? Voilà, merci. Effet miroir, la différence. Vous allez voir, c'est très fort, hein, les rencontres. Hein, ça nous fait beaucoup travailler, en fait. Alors, vous allez voir, je ne veux pas tout développer ce soir, mais c'est une pépite d'or. Ce patron, il te fait beaucoup travailler sur toi et il te permet de comprendre qui tu es, en fait, et ce que tu n'es pas, et aussi la différence, c'est-à-dire tes valeurs, ton système de valeurs. Dans ce que tu ne comprends pas, ce que l'on ne comprend pas en général, qui nous choque et qui nous heurte et qui nous blesse, c'est tout ce que l'on n'est pas. Ou plus. Donc ça met en exergue la reconnaissance qui se fait aussi lors de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est un travail de reconnaissance. Reconnais-toi entièrement, tout seul, et oui, c'est ça qui est super intéressant, dans ton unicité. Tout. Et bien vous allez avoir toutes les rencontres qui vont vous permettre de vous reconnaître dans votre unicité. Mais ça va pas être que « Ah, on se ressemble, t'es pareil que moi. » Oui, il y en aura. Mais des fois, il y en a qui sont « Ah non, non, mais non, on se ressemble pas du tout. Hein. » Ah oui. Ben, du coup, si t'es pas comme lui, t'es comment? Ben non, mais moi je suis respectueuse, moi je suis ça. Eh ben, c'est un travail de reconnaissance. La différence. Sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Mais c'est aussi un effet miroir de reconnaissance. Quand on vient d'éveil spirituel, c'est que de la reconnaissance. Le thème principal, je vais vous l'annoncer, c'est se reconnaître à sa juste valeur seul. Ah oui, ça c'est le thème. Mais ça c'est le thème commun par contre, hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, je travaille depuis 10 ans maintenant, je peux vous dire que c'est vraiment le thème. Comment arriver à se reconnaître à sa juste valeur seul, sans demander aux autres de le faire à notre place? Forcément, comme on ne sait pas le faire seul, on demande aux autres de le faire à notre place, donc on est frustré, parce que mon patron il ne me donne pas ma place, il ne me reconnaît pas, mon compagnon ne me reconnaît pas, mes enfants ne me reconnaissent pas, mes parents ne me reconnaissent pas, mes amis non plus, bon c'est super, c'est génial, c'est hyper frustrant. Mais avant ça, la première question c'est est-ce que moi je sais le faire déjà sur moi-même? Ben non. Donc je demande aux autres de faire quelque chose que moi-même je ne suis pas capable de faire alors que c'est moi qui vis H24 avec moi-même. Donc, quand on avance, ça veut dire que quand on ne réagit plus à la différence, c'est que
On a grandi, on arrive à comprendre. On n'a pas les mêmes effets miroirs après, puisqu'on est dans le pas du moment. Oui, donc justement, on ne réagit plus. C'est même si. Vous m'inquiétez quand vous dites on ne réagit plus. Hein. Non. Parce que la caisse de résonance, ça réagit tout le temps. Parce que si vous voyez quelqu'un qui vous fait un doigt d'honneur au rond-point, vous n'allez pas faire Z, tout va bien, j'en ai rien à faire. Moi, Non, personnellement, mais ça quand me on n'est plus touché, quand on n'est plus Oui. touché, Mais en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut comprendre l'instant présent. Là, vous pensez dans un instant présent, avec des choses qui vous arrivent maintenant. Mais quand on a évolué et quand on a envie de faire autre chose, on aura d'autres rencontres. Et on aura d'autres effets miroirs en fonction de ce que notre à travailler. Là, vous avez tout compris. Mais ce qui a été Ah, appris oui. et compris. Oui, alors après, des fois, il y a des petits tests. Des fois, il y a des espèces de petits trucs qui arrivent là. Poum poum, pour voir si où on en est. Alors, ça, c'est important de comprendre à quoi ça sert. Il y a des types de rencontres qu'on fait encore ou des situations pour voir, pour s'évaluer. Oui, parce que si vous êtes nul en français et qu'on vous fait un contrôle de maths, vous allez voir comment vous avez évolué dans votre français. Non. Donc, il y a des rencontres qu'on fait. Il y a des fois des retrouvailles qui sont nécessaires, on le voit souvent dans le phénomène, pour le coup, des âmes jumelles, qui sont des repères qui nous permettent de voir notre évolution. Dans le travail, ça va être pareil. On va avoir des patrons différents, des situations différentes qui vont nous mettre dans des contextes différents et qui vont nous permettre de voir notre évolution. On a besoin de la répétition de scénarios qui se ressemblent, de rencontres qui se ressemblent pour voir notre évolution. Donc c'est des petits tests. Hein. Oui, ben, c'est des petits tests ou des gros tests, ou des fois ça dépend de ce qu'on travaille. C'est toujours pareil. Ça dépend de ce qu'on travaille. Donc on a besoin des autres pour effectivement aussi s'évaluer. Ça veut dire que par exemple, si je décide je ne sais pas mettre de limites et que j'apprends à mettre des limites, je vais forcément avoir des gens qui posent dans mes limites. Parce que si je veux apprendre à mettre des limites, il faut que j'ai des gens qui posent dans mes limites, sinon c'est pas marrant. Les gens sont étonnés souvent, mais je comprends pas de limites. Mais attends, t'as demandé à mettre des limites? Oui, mais comment tu vas faire si t'as pas des gens qui poussent dans les limites? Tu vas pas avoir des gens qui vont toujours respecter tes limites naturellement. Ah ben oui, t'as raison, oui, c'est compliqué ça, mais oui. Ah mais c'est pénible, ah ben oui, mais bon. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, donc il faut déjà savoir, donc même dans nos rencontres d'âme, quand on comprend ce qu'on va travailler, c'est ça qui est intéressant. C'est que même après, quand on chemine, on va vivre ce qu'on a à vivre, mais quand on va faire une rencontre, on va faire le lien. Ah ouais, mais je sais que je travaille ça et ça et ça. Et du coup, c'est très intéressant, je trouve, de vivre après sa vie aussi comme ça. On est plus en conscience. Ça veut dire qu'on est moins surpris des rencontres qu'on va faire. On les vit, mais on comprend à quoi elles nous servent. Parce qu'on sait d'où on part et ce qu'on travaille. Donc forcément, la personne met des limites. Donc elle rencontre des gens qui la poussent dans ses retranchements, et j'en ai marre, je mets des limites, etc. Normal, c'est ce que tu es venu apprendre. Hop, la personne, au fur et à mesure, me dit, oh là là, j'ai évolué. Alors en général, ça monte. Hein. Ça, c'est un truc que je ne dis pas souvent, mais que je vous dis de plus en plus. Plus on ascensionne, plus c'est difficile. Le niveau monte, contrairement à ce qu'on pense. Les gens ne comprennent pas. Oui, mais Denis, j'ai régressé, c'est de plus en plus dur. Non, mais l'ascension, c'est pas de plus en plus facile. L'ascension, c'est de plus en plus dur, en fait. C'est les sujets de la place. Donc, tu vas avoir des tests qui vont être encore plus élevés. C'est-à-dire que les limites, il va falloir les poser avec des gens. Par exemple, si je ne sais pas mettre des limites avec mes enfants, je ne vais pas commencer avec mes enfants. Je vais commencer avec d'autres personnes où c'est plus accessible. Et au fur et à mesure que je prends confiance en moi, que j'arrive à poser des limites, je vais pouvoir le faire avec les personnes avec lesquelles j'ai le plus de difficultés à le faire, mes enfants. Donc là, c'est le plus dur pour la fin, parce que je suis équipée entre-temps. Je me suis entraînée, j'ai pris confiance en moi. D'accord? Comme on va toujours finir par un exercice plus difficile. D'accord? Et bien, donc, quand on gère les enfants, ça veut dire qu'on a quand même pas mal bossé. C'est ça. ah oui, oui, puis on a bossé, on n'a pas les mêmes thèmes. En fait. C'est rassurant. On n'a pas les mêmes thèmes. En fait. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes thèmes, et oui, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire qu'on sait très bien maîtriser des sujets, c'est pas notre thème du moment. Et puis des thèmes où d'autres vont être de plus en plus en maîtrise et nous pas du tout, quoi. Donc, je sais plus où j'en étais du coup, c'est pas grave. Pardon. Non, mais c'est pas grave, attendez, c'est le live, c'est ça, on est en interaction, on va aussi. Hein. Donc, du coup, forcément, plus je vais évoluer, plus, voilà, mes limites, et plus je vais avoir au fur et à mesure des tests. Donc, de temps en temps, je vais voir que j'ai évolué, et de temps en temps, je vais être face, parce que vous allez voir que veiller sur soi et se respecter, enfin, ça demande de poser beaucoup de limites dans la vie après. Je préfère vous prévenir. Voilà. Dans la vie de tous les jours,
Quand on est dans la vie de tous les jours, quand on a une vie, ou un travail, des enfants, une vie sociale, à part si on se vit reclus au fin fond de je sais pas où et qu'on voit jamais personne, ben, quand on est confronté aux autres, et ben, on a souvent besoin de mettre des limites, sortir les gens de la confusion, recadrer, parce que vous allez voir, ça demande d'où la communication qu'on apprend après, l'art de la communication, qui est le gros travail du couple en général aussi, qui est basé sur la communication. Donc on va avoir des tests. Voilà. Et c'est ça qui va faire qu'on va voir si on a progressé. Et en général, on a beaucoup progressé. Mais les gens, on n'est pas très fort pour ça en général. Les gens vont plutôt dire « Ah là là, j'ai régressé, j'y suis arrivée ». Alors je dis souvent « Rappelle-toi d'où tu es parti. Il y a 10 mois, il y a quelques temps, tu aurais réagi comment ? Ah ben non, j'aurais réagi comme ça. Ah ben oui, j'ai beaucoup évolué, etc. etc. » Voilà. Pour donner un petit peu. Donc les rencontres d'âme, c'est pas effectivement que, ça peut être aussi pour avoir une prise de conscience, pratiquer cette prise de conscience et tester pour s'évaluer. C'est de l'acquis. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment, il y a des rencontres. Et il y a des rencontres d'âme qui nous permettent la prise de conscience, mettre en pratique et nous tester. Et on a besoin souvent des fois que ce soit l'âme qui soit à l'origine de la prise de conscience en fonction de ce qu'on travaille pour voir notre évolution. Parce que si par exemple il y a une relation d'amour, comme on n'aime pas tous les gens du quartier, tout le monde ne réveille pas ça en nous, on a besoin du même référent, des fois. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on travaille. Vu qu'il y a une question d'affect, on ne peut pas évaluer notre évolution en fonction si on va chercher une autonomie ou qu'on sort d'une forme de dépendance ou d'autre chose. Ou, voilà, on ne peut pas le faire avec d'autres personnes que la personne qui l'a réveillé. C'est ce que vous appelez le référent. Oui, d'accord. Oui, il y a des âmes référentes sur ce qu'on travaille pour s'évaluer. C'est-à-dire que si on réveille l'amour et la blessure, mon référent, c'est souvent la même sur un temps donné, parce qu'effectivement, j'ai besoin de voir mon évolution. Parce qu'on parle d'amour, donc comme on n'aime pas tous les jours tout le monde, enfin, sauf si on a un cœur chaud, mais bon, voilà. En général, on a besoin d'avoir donc, voilà, c'est un processus qu'on va retrouver. D'accord ? Je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur les âmes, les rencontres d'âmes. Est-ce que vous avez des questions sur les liens ou les rencontres d'âmes ? Par exemple, sur le plan affectif, oui. Quand il y a une personne et que finalement on s'aperçoit que cette personne c'est pas la bonne et qu'on reste pour des raisons peut-être de dépendance affective, Ouais. ceci, cela, il y a la rupture et que malgré cette rupture, on est conscient quand même que c'était inévitable, mais qu'on reste encore fixé sur cette rupture. Ouais, il y avait ça, il y avait nanana, ouais, mais je culpabilise parce que je le savais, donc je suis responsable, voilà, des choses comme ça. Comment, alors je veux dire, cette personne, elle est toujours encore avec un lien, encore un lien d'âme, alors qu'elle voudrait que ça se termine. Et comment faire pour que ça se termine? Alors, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, totalement. Parce que la rupture, elle est physique, mais il y a des colères, il y a des choses comme ça. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est que cette rencontre, donc je le fais comme ça, cette rencontre a provoqué ou a réveillé de la matière, cette matière, d'accord, et effectivement, on dit ok, par exemple, on doit se séparer, on sent qu'il faut se séparer, ou qu'il est temps parce qu'on est plus, je sais pas, pour les raisons qui sont propres à chacun, mais on va dire un truc simple parce qu'on est simplement malheureux. Voilà, la base c'est quand même pas le but, puisque la base c'est de ne pas être malheureux, pas l'oublier. Voilà, c'est d'être heureux et de savoir ce qui nous rend heureux à nous, pas aux autres. C'est où est-ce que se niche notre bonheur, comment nous on se sent heureux, et c'est nos rencontres qui nous y guident aussi. Il faut savoir que les rencontres d'âme nous permettent aussi d'établir notre aspiration. C'est grâce à nos rencontres que l'on vit aussi nos aspirations, que l'on sait ce que l'on veut, ce que l'on veut plus, ce que l'on veut. Par exemple, on peut très bien être dans une relation, je vais revenir sur ce que vous dites, on peut très bien être dans une relation qui nous satisfait à 90%. On est ici, d'accord? Et à ce moment-là, dans notre ascension, 90%, nous, comme on ne connaît rien d'autre, on pense que c'est 100%.
Ou alors on va avoir cette sensation. Non mais c'est bien, mais il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai souvent eu cette sensation. Oui, mais. Donc forcément on passe pour des gens insatisfaits, ou exigeants, ou qui, qui croient au bisounours, ou je sais pas quoi, en tout cas voilà. Et en fait, on peut avoir une sensation, mais on ne connaît pas plus. Puis un jour, on fait une rencontre où on a l'impression qu'on peut avoir 100. Alors ça, c'est notre grand thème. J'en veux tout. Bah oui, c'est ça qui est rigolo. On veut tout. Et du coup, on se dit, oh là, mais c'est ça que je veux, moi. Bon, ça, c'est un peu le principe des âmes jumelles. Cette sensation-là. Il y a tout là, moi je veux tout. Alors on croit. Donc ça nous met en perspective une aspiration. Ce vers quoi j'ai envie d'aller. C'est comme une énorme part de gâteau qu'on vous fait goûter, on trouve ça super bon, puis d'un coup on vous l'enlève de la bouche. Et là on comprend pas. Mais pourquoi? Et on revient ici. Ce qui est intéressant dans les rencontres aussi, là je suis plutôt sur des rencontres, toutes les rencontres professionnelles, de couple, d'amitié, tout ce qu'on vit, c'est de mesurer en fait ce qu'on veut en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations de rencontres qui nous mettent face à ce qui peut être satisfaisant ou pas, et qui va nous permettre de voir aussi ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait vivre. Ça, c'est un sujet qui est délicat, parce que souvent, on a du mal à le prendre au sérieux. On pense qu'on est exigeant, on pense qu'on en veut trop, que c'est pas possible, ou alors les regards des autres. Tu rêves, tu sais pas te contenter de ce que tu fais. Ah oui, alors, tu sais, il faut faire des concessions. Ben non, en fait, ça dépend des gens. Donc, pareil, c'est les autres qui répondent, mais sauf qu'eux, ils parlent de leurs aspirations. Donc, on n'a pas le même référentiel déjà en plus à la base. Donc, du coup, souvent, il y a beaucoup de rencontres aussi, ça c'est important, qui nous mettent face à ce qui est bien, ce qui nous va, ce qui est super, parce qu'on n'est pas là pour remettre en question aussi ce que nous apportent ces relations, mais on peut ressentir de la frustration et du coup des attentes vis-à-vis des autres, ou du boulot, ou d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, même avec nos enfants. On peut être très exigeant avec nos enfants, on attend des trucs parce qu'on veut toujours plus. Ce qu'on va aller chercher, c'est la valeur ajoutée. C'est qu'est-ce que moi je veux vivre? Qu'est-ce qui me manque? Donc une relation peut aussi nous mettre face à ce que nous n'avons pas. Un manque. Ça ne me suffit pas. Je veux plus. Mais quand on n'a pas connu ça, et qu'on a déjà ça, on préfère quoi? On n'est pas sûr d'avoir ça. Mais on se contente sur ça. Voilà. On se contente. C'est déjà pas mal. Tout dépend de comment on voit les choses. Mais quand on a fait une rencontre qui nous a donné le goût de ça, on n'arrive pas à l'oublier. Ça, c'est compliqué. Et c'est un peu ça aussi le principe de cette rencontre. C'est que ça, on n'arrive pas à l'oublier. De 100%. Oui, cette sensation qu'on a goûtée. Parce qu'on l'a goûté. On sait que ça existe. Et c'est ça que la vie veut nous dire. Et oui, parce que la vie, elle nous dit, mais attends, bien sûr que ça existe. Sinon, je ne t'aurais pas fait goûter. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ce qu'on appelle les âmes jumelles, c'est comme il y a la séparation, on sent qu'on nous le reprend, qu'on nous enlève, c'est pas pour nous. Alors là, on remet tout en question, là, c'est fait exprès. Mais c'est ça, en fait, le mais si, vas-y, ça existe. Et on pense que ça. Parce que c'est ça. Et du coup, il y a des personnes qui sont très partagées, divisées entre ça et ça. Parce que quand on quitte ça et qu'on n'a pas encore ça, ici, il y a quoi? Mais il n'y a rien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en contenter. Donc c'est la valeur ajoutée, c'est le plus qu'on va aller chercher. Il y a des rencontres qui sont vraiment dédiées à ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de rencontres. Tout est une question d'interprétation. Pour revenir à votre question, quand on veut comprendre, quand on veut quitter, on ne peut pas quitter et on ne va pas partir, on ne peut pas mettre un terme à une relation qui est consumée, consommée, comme un mariage, une union, on a consommé notre relation, on a consommé notre union. C'est dur de quitter, de partir au bon moment. C'est dur de partir avec de la gratitude. On ne peut le faire que quand on a compris ce que ça nous a appris. Donc, ça s'appelle de l'alchimie.
Ça s'appelle faire un bilan sur son histoire, sur sa relation. Ça s'appelle prendre le temps d'aller chercher dans cette matière, dans ce vécu qui est propre à la relation. Qu'est-ce que ce vécu m'a montré? Qu'est-ce que ce vécu m'a appris? Qu'est-ce que ce vécu m'a apporté? En quoi j'ai grandi grâce à ce vécu? En quoi j'ascensionne? En quoi? Qu'est-ce que ça m'a montré? Et qu'est-ce que ça m'a appris? Personnellement. Et là, c'est sûr, c'est personnel. Donc, dans ces moments-là, vous avez parlé de se culpabiliser, de son vouloir, etc. Pour moi, c'est marrant, cette semaine, j'ai vu une image sur Facebook avec un espèce de monsieur qui a un énorme sac sur son dos où il y a marqué passé. Il y a quelqu'un qui tout gringalé, tout cool, qui lui dit « Libère-toi de ton passé ». Ah, mais c'était marrant. Mais oui, libère-toi de ton passé, mais bon, il ne peut pas s'en libérer tant qu'il n'a pas compris comme ça servait. On ne peut pas lâcher le sac, puisque c'est de la transformation. C'est l'origine de sa transformation. Donc on ne peut pas le laisser tomber le sac. Il n'y a rien, du coup. C'est qu'est-ce que là-dedans, où est l'or? Où est l'enseignement? Des fois, c'est pas ce qu'on croit. Où est l'amour, en fait, là-dedans? Des fois, il y a une épreuve, on va tomber sur une relation très compliquée, on n'arrive pas à avoir de l'amour dedans. Si, il y en a. Il y a celui de la vie. Ouais. L'amour de la vie. Ouais, l'amour de la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'à travers ça, la vie t'offre à vivre et qu'est-ce qu'elle te donne? Qu'est-ce qu'elle t'offre? Qu'est-ce qu'elle t'offre à voir? Non pas pour te faire souffrir, pour moi, j'arrive pas à voir. Elle n'est pas sadique, elle est juste parce qu'elle veut te faire vivre et surtout, la vie, elle est cohérente, elle t'amène à tes aspirations. Quand on parle souvent de prière ou de vœux ou d'intention, je ne sais plus ce qu'est les mots qu'on dit maintenant. Intention, merci. Parce que moi, je ne suis pas, les époques sont différentes, donc après, c'est toujours les mêmes, mais il y a un mot qui représente ça. Les intentions. Quand on fait une intention, ou quand, ah tiens, il y a les vœux qui arrivent bientôt. Parfait. Les fameux vœux de la nouvelle année. Alors, les fameux vœux de la nouvelle année, on nous souhaite toujours le meilleur. Même des fois, aujourd'hui, on nous souhaite beaucoup, lumineuse journée, belle journée, enfin, tout ce qu'il y a, la vie, tout. En fait, quand on fait un vœu, quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, on ne se rend pas compte, bien sûr qu'on lui souhaite le meilleur. La vie aussi. Mais en fait, on lui souhaite de recevoir les moyens sur son chemin pour atteindre ce bonheur. Ça suggère des fois de passer par des épreuves qui ne vont pas du tout être fun. Je te souhaite d'être heureux, ça peut impliquer pour certaines personnes une séparation, ça peut impliquer un deuil, ça peut impliquer une remise en question, et ça on ne le voit pas. La vie, moi je trouve que ce qui est dur, c'est de comprendre en fait que quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, on lui souhaite de recevoir sur son chemin ce dont elle a besoin, elle, pour la mener à son aspiration. Mais des fois, on ne connaît même pas notre aspiration. Posez-vous la question de vos aspirations. Pour comprendre vos rencontres, pour comprendre votre chemin. Parce que vous allez voir que la vie, elle fonctionne par logique. C'est ce qu'on appelle de la complémentarité. Ça s'appelle de la logique. C'est là où j'aime la vie, elle est cohérente. Il y a il y a une finalité. Où est-ce que tu vas aller? Le fameux plan divin, mais tout ton chemin, il est cohérent par rapport à là où tu vas. Donc, même si on ne sait pas l'aspiration, quelle forme elle prendra, parce qu'on peut s'imaginer plein de choses, hein, le couple divin, les nanana, on peut s'imaginer plein de choses, mais en fait, on peut souhaiter quelque chose, mais la vie va nous faire vivre des choses sur notre chemin, des rencontres, pour nous permettre un jour d'être prêts ou de pouvoir le vivre. Et nos rencontres, quelles qu'elles soient, nous permettent vraiment de vivre simplement, de nous amener là où on est, de nous faire réaliser ce qu'on a réalisé sur ce chemin-là en tout cas. Toutes les rencontres ont quelque chose à nous dire. Travailler ça. Ce qu'on veut plus, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous est agréable, qui on n'est pas, là où on se ressemble, on n'est pas ensemble. Quand vous n'êtes pas d'accord, moi je n'étais jamais d'accord quand j'étais petite. On me dit, ouais, t'as toujours l'esprit de la contradiction. Ben non, c'est juste que j'ai mon avis. Mais je ne remets pas en question le vôtre. Ben, quand vous n'êtes pas en accord, c'est que vous êtes en accord avec vous. Donc au lieu de dire, je ne suis pas d'accord avec lui, dites, ok, je ne suis pas d'accord avec lui. En quoi je suis en accord avec moi du coup? Reconnaissance. Reconnaissance de moi-même. Je me connais.
Les autres nous permettent de nous connaître et de nous reconnaître, sans qu'ils le fassent avec leurs mots. C'est ça qui est fort. C'est quand on sait l'utiliser, on sait s'en servir pour soi. Ils n'ont pas besoin de le dire avec des mots, ils y participent. Je vais parler d'une dernière relation d'âme. Je ne sais pas qui va arriver. Je sais pas, il y en a deux. Parfait. Je vais parler d'une relation d'âme qui est celle souvent de la famille, des foyers, qui sont souvent des lieux quand même riches. Souvent on me dit, je ne comprends pas, pourquoi cette famille, pourquoi j'ai pas vécu ça, mon père, ma mère. En fait, souvent, je le résume, hein, d'accord? On parle souvent de la transmission. Mes parents m'ont pas transmis ça, j'ai pas reçu d'amour, j'ai pas dans mon foyer, j'ai pas. Je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a qui le reçoivent. Hein. D'accord? Ça c'est important. Mais c'est intéressant en termes de guidance aussi ici, en termes de rencontre d'âme. Bien sûr, on est dans le foyer où on doit naître. Il n'y a pas de hasard non plus là où on arrive. Et souvent, je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans un foyer où ils se retrouvent le mouton noir, l'incompris, le non désiré. Alors là, ça va toucher direct, on arrive, on réveille la blessure, le rapport à la vie. Même la façon dont on est né, des fois pour certains, c'est révélateur. Les résistances. Souvent, à ce stade-là, l'âme est quand même en refus d'incarnation. C'est-à-dire que ce n'est pas son choix de venir. Elle n'a pas envie de revenir sur Terre. Voilà, il y a souvent un refus d'incarnation. Donc elle est là, mais ce n'est pas son choix. Et comme on est quand même sur des vieilles âmes, on est quand même de la liberté du libre arbitre, on aime bien choisir pour nous, on n'aime pas qu'on décide pour nous. Vous n'aimez pas qu'on décide pour vous? En général. Je généralise, mais c'est quand même le cas. Ce qui se passe, c'est que ce foyer, il y a beaucoup de choses qui sont révélateurs qu'on retrouve souvent. On parle qu'il n'y a pas de manque, il y a un manque d'amour inconditionnel, un manque de considération, un manque de reconnaissance, un manque de beaucoup de choses. Donc, on est en manque. Ce manque génère une souffrance. Mais c'est ce manque qui fait que du coup, nous savons que ça existe. Ah ben oui. Parce que le manque, c'est qu'on a déjà vécu le je ne peux pas être en manque de chocolat si je ne connais pas le chocolat. Parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que ça a. Donc, manque, je ne sais pas, je ne connais pas. C'est comme les enfants, on ne leur donne pas de bonbons très jeunes parce qu'on leur dit de toute façon, ils ne connaissent pas le bonbon. Ça sert à rien de lui en donner, il ne connaît pas. On ne va pas l'habituer. Vous voyez, souvent on dit ça. Donc en fait, souvent, l'enfant, celui qui vit dans ce foyer, est en souffrance. Ça veut dire qu'il connaît l'importance de tout ce qu'on vient de citer et que c'est essentiel au foyer. Dans le foyer, souvent, quand un enfant naît, le premier réflexe, c'est de regarder la ressemblance. À qui il ressemble. C'est impressionnant. Pas du tout la différence, la ressemblance. C'est tout le portrait de son père. Ouais, de suite, souvent on cherche à qui il ressemble. Ça peut faire mal aussi tout ça. Oui, mais c'est très intéressant de voir sur quoi on se base. Le foyer est souvent basé sur la ressemblance. Alors qu'en fait, pour moi, un foyer nous enseigne la différence. On est tous uniques, nous sommes tous différents, et c'est la tolérance et l'amour inconditionnel, qui que l'on soit. Mais c'est pas trop ce qui est en général vécu. Et alors, du coup, ça génère beaucoup de souffrance chez nous. Parce qu'on sait ce qui est important. On sait ce qui est essentiel. Alors, je vous dis ça, parce que souvent on dit je veux revenir à l'essentiel, mais ne vous inquiétez pas que la vie s'en charge. Elle vous montre ce qui est essentiel. Ah oui, quand je suis en prison et que j'ai connu toujours la liberté, je me rends compte que la liberté est essentielle. Quand je suis en manque de certaines situations ou de certaines choses, je me rends compte que c'est essentiel. Se reconnaître à sa juste valeur, apparemment c'est essentiel, puisque ça fait beaucoup souffrir. Moi je me dis ça du coup. Du coup, ce foyer, souvent les personnes ont du mal à dire mais ouais, mais mon père, ma mère, alors c'est vrai que ça fait travailler mes frères et les sœurs aussi, enfin, vraiment ça fait beaucoup de travail. Alors je prends cet exemple. On ne voit pas la guidance. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? L'essentiel. Tout ce que tu dois, tout ce qu'ils n'ont pas, encore tu l'as. C'est parce qu'ils l'ont pas et que qu'ils te l'ont pas donné que tu en as manqué
et que tu sais que c'est important, essentiel et que tu l'as. Qu'est-ce qui se passe souvent le premier réflexe? On essaie absolument d'aller quand même le chercher dans ce foyer, où on sait qu'on va le trouver. La vie, elle ne te dit pas d'aller le chercher là. Elle te dit, la vie te dit, par contre, va le mettre dans ton foyer à toi. Va le semer dans ton foyer. Ce que tu sais qui est essentiel, que tu n'as pas reçu ici, grâce à eux, tu sais que c'est essentiel, et va le semer dans ton foyer. Alors, c'est une interprétation, mais c'est pour moi comme ça que ça fonctionne. Donc souvent on ne comprend pas pourquoi, mais en fait ce sont des guides et des maîtres. Nos propres parents, ceux en tout cas qui n'ont pas reçu de leurs parents, ce qui nous semble pour nous évident en tant que parents. D'ailleurs, regardez comment vous élevez vos enfants, comment le rapport qu'on a aux autres, à ses propres enfants, etc. C'est grâce à eux. Et ah oui, mais mes parents n'ont pas donné ça, je vais savoir. Ah si, t'inquiète. Sinon, tu n'aurais pas souffert de ça. C'est parce que tu en as souffert. Justement, que tu sais. Donc, sème-le. C'est pas le but, c'est pas d'aller chercher chez eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas le donner. Et ça n'a rien de personnel. N'oubliez jamais que dans vos rencontres d'âme, quand il y a un décalage de conscience, c'est pas personnel. Le travail à l'échelle de l'âme permet de comprendre aussi les différences de conscience et que tout ce qui vous blesse le plus, c'est de penser que c'est personnel. Je vous explique. Dans toutes les rencontres d'âme. En gros, vous êtes sur un chemin d'ascension, d'accord? Je fais une échelle. Parce que, en fait, ça c'est le chemin, c'est une vie. Ça c'est l'échelle de l'âme. Ça veut dire qu'on va intégrer des niveaux d'âge spirituel. Nous ne sommes pas au même niveau de conscience. Nous ne sommes pas dans le même cycle d'apprentissage. Par contre, je suis peut-être ici aujourd'hui, mais j'étais là aussi. Et je suis passée par là, et je suis passée par là, et je suis passée par là. J'ai fait mes classes. D'accord? C'est pour ça qu'on apprend la tolérance à la différence de conscience quand on grandit. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir. Comme disait Jésus, pardonne-leur, ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc du coup, ici, on a une notion d'âge spirituel. Donc il y a des différences de conscience. Quand on rencontre une âme, quelle qu'elle soit selon ce qu'elle nous fait travailler, bien sûr, il faut avoir conscience qu'on va avoir des rencontres. Il y a des gens qui disent, oui, Adeline, j'ai rencontré une âme jeune, on est trop différents. Bon, pas forcément. Parce qu'attention, j'entends vieux ou jeune, mais entre jeune et vieux, il y a de la marge. Des fois, on écoute les gens, c'est soit on est là, soit on est là. Moi, ça me fait flipper des fois. Je dis, mais attendez, quand même, entre 0 et 99 ans, quand même, il y a des étapes, non? Oui. Alors, je vous rassure. En général, les gens qu'on rencontre, je vais être vous, et c'est normal, c'est pas eux. Hein. Non, eux, c'est très, 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 très loin de nous. Hein. Donc, en général, les gens qu'on rencontre, en termes de loi d'attraction, c'est plutôt quand même, on est à peu près dans la même... on a à peu près le même âge spirituel. D'accord, hein, mais ça peut se jouer à l'immaturité. Quand on prend un pervers narcissique, c'est très intelligent, c'est une très vieille âme. Mais on peut avoir un décalage. Mais à l'échelle d'une âme, je grossis, c'est que dalle. Hein. Mais ça peut faire toute la différence. Si on a 2-3 vies de différence, ça fait la différence. Mais 2-3 vies à l'échelle d'une âme, c'est rien. C'est pas de lui une jeune âme. Au contraire. Donc, en général, les rencontres que vous faites, elles sont quand même là. C'est-à-dire, dans une cour de récréation, vous avez 18 ans, vous allez plutôt aller voir des enfants de 18 ans, des gens de votre âge, vous n'allez pas aller voir des nouveau-nés, quoi. Ça s'appelle la loi d'attraction, c'est tout seul, c'est vibratoire. D'accord? C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un de méchant que c'est quelqu'un qui est... voilà, qui n'est pas éveillé ou qui est... Voilà, ça n'a rien à voir. Par contre, il y a toujours une zone d'immaturité. Ça veut dire que ce qui est acquis ici n'est plus à aller chercher. Ça veut dire qu'il peut y avoir des fois une toute petite différence de maturité et de connaissance qui va faire la différence et à laquelle on va être sensible. Donc les très grands écarts de maturité, je vous rassure, même pas vous comprenez que ça existe normalement, ça vous dépasse trop. Et du coup, c'est bon, on ne les rencontre pas. Ça va se jouer ici. Ces écarts, ces différences-là, souvent,
on peut le prendre à titre personnel. Pensez que c'est nous. Si par exemple, quelqu'un fait preuve d'immaturité ou d'irresponsabilité, passe son temps à vous rendre responsable de tout, alors que vous prenez tout le temps, vous prenez toujours tout sur vous, pensez que vous êtes à l'origine de tout, vous prenez toutes les responsabilités, vous sentez coupable de tout, vous portez tout sur vous, forcément, déjà c'est super génial d'avoir des gens comme vous pour des gens qui ne veulent pas être responsables, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné ça matche. Hein. Mais moi, si je veux de la viande, je vais chez le boucher, quoi. Donc moi, si je veux pas me remettre en question, il faut que je trouve quelqu'un qui se remette tout le temps en question. Mais ça, c'est inconscient. Vous voyez la loi d'attraction, comment ça fonctionne? C'est juste bluffant. Eh oui. Donc c'est à vous de vous rendre compte que vous vous remettez tout le temps en question pour comprendre que vous rencontrez tout le temps des gens qui vous font tout prendre en question et que si vous voulez que ça s'arrête, il faut que du coup vous arrêtez de remettre tout le temps tout en question, de tout prendre sur vos épaules. Mais oui, c'est pas toujours les autres qui doivent changer. C'est un travail sur soi pour que les choses changent aussi dans vos rencontres. Ben oui, oui, c'est les deux aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps dire l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il y ait des situations qui s'arrêtent, il va falloir aussi comprendre, grâce aux situations d'avant, qu'est-ce que ça me montre sur moi. Comprendre en fait par l'opposition pourquoi je les rencontre, parce que ça c'est logique. C'est logique. Si moi je me remets tout le temps en question, je vais forcément rencontrer quelqu'un qui se remet en question. Parce que si je me remets en question que sur ce qui est à moi, ça passe. Mais si je me remets en question sur tout ce qui est à moi, plus tous les autres, ben les autres, toi tu m'intéresses toi. Toi tu m'intéresses. Et c'est vibratoire. Hein. Donc forcément, c'est hyper intéressant de le voir. Et effectivement de dire voilà, de faire un travail sur soi, qui va forcément changer la donne dans la loi de l'attraction. Ah oui. Par contre, il ne faut pas se culpabiliser de les faire ces rencontres. Il faut se dire, le but c'est pas de dire oh là là, si j'étais pas comme ça, je ferais ces rencontres. Bah c'est pas le but. C'est un axe de progression, c'est l'opportunité de grandir et d'évoluer. Donc la vie, elle ne nous le montre pas pour nous dire ah c'est pas bien. Elle nous le montre pour dire regarde, tu as l'opportunité d'aller vers des rencontres qui seront moins contraignantes et pénibles pour toi. J'ai dit un gros mot. Et pénibles pour toi parce que vu que tu te rends pas compte, parce que tu ne le conscientises pas, que tu te remets tout le temps en question, c'est logique que tu rencontres des gens comme ça. Mais si tu fais attention à ça que tu fais là, tu verras, ça va être mieux pour toi. C'est ça qu'elle dit. Ça s'arrête là. Hein. Du coup, quand on a une personne en face de nous qui ne prend pas ses responsabilités, par exemple, et que nous, on prend nos responsabilités parce qu'on est un peu plus grand, un peu plus mature, on peut croire qu'on est à l'origine, que c'est nous, c'est nous, elle fait ça avec nous. Non, elle va faire ça avec tout le monde. C'est pas personnel. C'est son niveau de conscience, c'est son niveau de développement qui fait qu'elle est comme ça. C'est pas nous qui fait qu'elle est comme ça. Nous, elle fait qu'elle est comme ça parce qu'on lui offre ça. C'est comme ça, c'est notre nature. Alors, il y a des gens qui disent oui, c'est fini, moi je serai plus généreux, moi je serai plus comme ça, moi j'aimerais plus jamais. Ça, j'entends plein de fois. Non, mais c'est pas ta nature. C'est pas le but. On n'est pas trop généreux. On n'est pas trop gentil. On est gentil, on ne l'est pas, point. On est généreux, on ne l'est pas, point. Par contre, sois vigilant. Sois vigilant à qui te donne ta générosité. Sois vigilant dans ton rapport à toi et aux autres. Ça travaille sur soi, en fait. Mais ce qui nous blesse souvent, c'est de croire que c'est nous qu'on est à l'origine de ces rencontres, dans le sens où limite on le mérite et non. Si mes parents m'aiment pas, il faut bien expliquer. Si ma mère ne m'a pas aimée, ou qu'elle m'a abandonnée, ou qu'elle ne s'est pas occupée de moi, on va chercher à comprendre pourquoi. Et souvent on pense qu'on est quoi? Que c'est nous. Ben, si elle est comme ça, c'est moi en fait. Non, c'est son niveau de conscience. C'est son immaturité qui fait qu'elle agit comme ça. Elle aurait pu agir avec n'importe qui d'autre. Et ça, si je vous le redis, un pervers, quelqu'un qui est dur, qui va avoir du contrôle, c'est quelqu'un qui a du contrôle, c'est quelqu'un qui il va durcir son contrôle en fonction de votre notion de liberté en face. Plus vous êtes libre, plus on va durcir. Ce que souvent on ne comprend pas. C'est lié parce que vous n'êtes pas, parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'emprise en fait. Donc ça montre votre degré de liberté. Hein. C'est des lectures complètement inversées en fait. Oui. Mais ça s'apprend. Alors c'est pour ça que je voulais faire cette conférence ce soir, c'était pour vous donner quelques billes et évoquer ce thème qui est quand même passionnant parce qu'il y a beaucoup de guidance. Et moi je vous suggère de vous référer à vos guides ici.
qu'il y a de la matière. Vous dire que vous êtes dans le vrai, vous êtes toujours dans le vrai. Il n'y a pas de faux. Est-ce que je me trompe? Ben, il n'y a pas d'erreur non plus, hein. On va continuer. Hein. Vous devez vivre ce que vous avez à vivre. Par contre, ce qui est dur, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller voir le reflet, la lecture de ce miroir. Ça s'apprend. Alors après, il y a des gens qui vont vous aider aussi. C'est pas forcément. Moi, je sais que c'est mon travail, donc forcément, je suis à l'aise avec, parce que c'est la partie de mon travail. Mais par contre, c'est voilà, ça. Tout a du sens. Tout a du sens. Donc, le passé, ben, quand on essaie de quitter une relation, on ne peut pas quitter une relation, on ne peut pas faire un nettoyage tant qu'on a regardé au moment des récoltes, qu'on ramasse le raisin et qu'on fait les vendanges, les feuilles mortes, elles tombent après avoir récolté les fruits. L'arbre ne se dépouille pas avant. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle est l'abondance? Qu'est-ce que ça me montre? Et des fois, c'est pas agréable, parce que non, mais ça me permet d'avancer. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je ne veux vraiment plus vivre? Qu'est-ce qui m'est insupportable? Qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est un vrai travail sur soi. Et à partir du moment où on a compris à quoi ça nous avait servi, on peut dire au revoir. Mais de toute façon, quand il y a de l'affect, c'est toujours plus difficile de dire au revoir. Parce qu'il y a un lien. Et ce lien, il est avec nous. Mais en même temps, on le garde avec nous tout le temps parce qu'on a évolué grâce à cette rencontre. Donc finalement, on voyage toute notre vie avec cette rencontre, puisqu'elle nous a transformés. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas quitter son passé tant qu'on n'a pas compris ce que ça nous a montré. Ça nous aide à semer des graines. Qu'est-ce que, grâce à ça, c'est une nue en fait. Je peux pas chercher une nouvelle peau. Ma nouvelle peau, elle est le résultat et la continuité de l'ancienne peau. Donc, une relation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de couple, c'est une ancienne peau, c'est une ancienne version de moi-même. Parce que c'est ce que je devais vivre à ce moment-là, ça correspondait à la version que j'étais à ce moment-là. J'en atteins la limite, ça ne va pas. Une limite, c'est très bon signe qu'on atteint une limite. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de grandir. C'est-à-dire que c'est très bon signe. On est étroit. J'étais étroit, j'ai grandi, il faut que je grandisse. Bah oui, c'est super, c'est bon signe. C'est quoi qui est limitant? C'est quoi qui fait que je me sens à l'étroit? C'est quoi qui ne me va plus? Ça pouvait très bien m'aller à un certain moment, ça ne va plus aujourd'hui. Par contre, il faut aller chercher ce que c'est. Et puis ça met face à beaucoup de choses. Hein. La foi, y croire encore, pourquoi, enfin... Puisqu'on aimerait tous y arriver, être déjà arrivé là maintenant, forcément, la grande question, c'est pourquoi ça ne m'arrive pas là, mais ici et maintenant? Pourquoi je dois vivre encore tout ça? Pourquoi encore toutes ces épreuves? Pourquoi c'est pas facile? Pourquoi je ne fais pas des rencontres fluides, faciles, qui se passent tout le temps bien, là, franchement? Non, mais parce que c'est ça, hein, mais... Parce qu'on a incarné. Parce qu'on est là pour bosser, pour grandir, évoluer. Mais après, on est sur des sujets, et ça je le répète bien, on est quand même sur des rencontres bouleversantes à ce stade, parce qu'on est sur des questions de place. Donc c'est des rencontres souvent quand même qui nous marquent, dans tous les sens du terme. Ça c'est vrai. Et ça, il y en a, dès qu'ils arrivent dans leur foyer, bam, contexte, ça commence, et on sait que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, notre vie. Hein. Voilà. Ça dépend. Il y a des moments où ça va être, certains ça va être dans l'enfance, il y en a ça va être dans le couple, il y en a ça va être... Il n'y a pas de règle, d'accord? Mais voilà, on est quand même sur des rencontres qui peuvent bouleverser parce qu'on est sur des questions existentielles, on est à la fin du cycle de l'âme, on est sur les blessures les plus douloureuses. Donc, mais si on vit un éveil spirituel et qu'on est dans ce type de rencontres, que ce soit des rencontres d'amour bouleversantes ou des rencontres, souvent c'est lié aussi, hein, pervers ou plus blessantes, on va dire, on va parler plus comme ça parce que c'est le but. On va pas cataloguer ou les gens on va pas mettre les gens dans des cases parce que ça peut être aussi une vision un peu limitante, le fameux pervers aujourd'hui, parce que dès qu'on a quelqu'un de pas sympa, c'est un pervers. Bon, c'est un peu la mode, ça. Hein? On en parle beaucoup. Ouais, c'est pénible en fait parce que du coup, ça de suite mais c'est un pervers, non, on est tous pervertis par nos blessures finalement. On a tous nos propres perversions. Après, c'est vraiment une catégorie bien particulière où il y a vraiment des choses bien spécifiques. Mais en tout cas, ça existe aussi, il ne faut pas non plus... Et ça, quasiment tous les gens qui vivent un éveil spirituel, une guérison spirituelle, sont confrontés quand même à un pervers. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le perso, que ce soit
dans son enfance, que ce soit dans son... En fait, il y en a quand même, ça fait partie d'une des rencontres quand même qui traverse notre vie. Et c'est pas un hasard non plus. Voilà, ça c'est quand même très très régulier. Voilà. Donc on est quand même sur des rencontres qui bousculent et c'est fait exprès. Mais on est prêt. On est prêt à les faire. On est prêt à les vivre, on est prêt à confronter nos blessures et qui sont dites existentielles, donc liées à la place dans le monde, dans ce monde. Donc si on les vit, c'est qu'on est assez solide pour les vivre. Ouais, on est prêt. On est prêt à les affronter. On a passé toutes les étapes avant pour être prêt pour les plus durs. Parce qu'il faut être équipé. Il faut être équipé pour les plus durs en fait. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? Ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.